L'histoire commence dans un monde fantastique, où les humains et les créatures magiques habitent différentes régions de la planète. Au cœur d'une forêt luxuriante, où des dizaines d'espèces de bêtes magiques prospèrent et coexistent, une jeune mère dragon descend dans sa grotte. Après être restée couchée sur son œuf toute la nuit, il est temps pour elle de partir chasser, alors elle recouvre son œuf de terre. Cependant, la terre seule ne suffit pas à apaiser les inquiétudes de la mère dragon, alors elle souffle des flammes brûlantes sur le sol, le maintenant chaud pendant son absence. Une fois satisfaite, elle quitte la grotte et s'envole dans le ciel à la recherche d'une proie. Lorsque le regard du dragon se pose sur une paire de loups, elle fond sur eux pour les capturer. Soudain, elle reçoit une flèche en plein dans la tête, tirée par un groupe d'humains cachés dans les buissons au sol. Après la mort de la mère dragon, il s'approche pour récupérer sa peau et sa viande. Quelque temps plus tard, une créature enceinte appelée Cat Sith entre dans la même grotte où le dragon avait abrité son œuf. Comparé aux chats ordinaires, les Cat Sith sont une race intelligente capable de réfléchir et d'utiliser la magie. En remarquant l'atmosphère paisible de la grotte, cette mère chatte décide de s'y installer pour mettre bas. Peu après, ces chatons naissent et la chaleur de leur petit corps plein de vie se propage jusqu'à l'œuf enterré sous terre. Cela pousse enfin le bébé dragon à éclore de sa coquille et la minuscule créature sort sa tête confuse de la terre. Inquiète, la mère chat le remarque immédiatement et déterre le bébé dragon. Exposé à l'air froid de la grotte, le petit dragon commence à trembler. En voyant cela, la mère chat renifle son corps à plusieurs reprises et décide qu'il s'agit d'une créature totalement inoffensive. Puis, le cœur rempli de compassion, elle lui permet de téter avec ses propres petits. Puisque les créatures magiques ne sont pas limitées par les frontières ordinaires, il est normal qu'elles élèvent parfois des enfants d'autres espèces. En regardant le bébé dragon se blottir contre ses enfants, la mère chat se demande quel genre de bête fantastique il deviendra en grandissant. Quelques jours plus tard, une fois que les petits sont capables de se déplacer, la mère chat commence à leur apprendre à chasser. Elle leur montre comment traquer une proie depuis une cachette et comment lui tendre une embuscade avec succès. En plus de la chasse physique, la mère chatte apprend également à ses enfants à utiliser la magie de la foudre, car les Cat Sith sont capables de lancer des sorts magiques. Le bébé dragon essaie d'imiter ses frères et sœurs, mais il est incapable de lancer le sort de foudre en raison de la différence entre leurs talents. Il bat alors de ses petites ailes pour soulever son propre corps du sol, ce qui impressionne tout le monde. Au lieu d'éclairs, le bébé dragon essaie d'utiliser une boule de feu, mais celle-ci part malheureusement de travers et le projette au loin. Malgré cela, le dragon se remet rapidement de son échec après avoir reçu les encouragements de sa mère et de ses frères et sœurs. Soudain, la mère chat détecte une présence hostile à proximité et ordonne à tous ses enfants de rester silencieux. Bien que les petits obéissent, il lui demande discrètement pourquoi elle a si peur de ces nouvelles créatures. La mère chat explique que ces créatures sont des humains venus d'un royaume voisin. Puisque la forêt abrite de nombreuses espèces de monstres faibles, les humains l'ont appelée la forêt des débutants et y envoient leurs novices pour gagner de l'expérience. Après avoir terminé son explication, la mère chat avertit ses bébés que les humains peuvent être très gentils ou très cruels selon l'individu. Elle leur explique également que les humains peuvent être assez puissants pour tuer des ours géants et qu'ils chassent aussi les Cat Sith pour récupérer des matériaux. Comme ces humains sont très dangereux, elle avertit ses chatons de les éviter à tout prix. En entendant son avertissement sévère, tous les petits mémorisent l'odeur des humains et se promettent mentalement de les éviter à l'avenir. Quelques jours plus tard, une lueur violette éclatante jaillit de la forêt provenant d'un cercle d'invocation apparu soudainement. La cible de cette invocation est la mère chat qui comprend que les humains proches essaient de l'invoquer. Alors que les petits regardent la scène avec confusion, elle réalise que c'est un adieu. Elle commence à les guider doucement avec ses dernières paroles, rappelant à ses enfants de rester unis s'ils affrontent un jour un danger dans la forêt. Bien qu'elle soit convaincue qu'ils peuvent survivre grâce à leur propre capacité, elle informe ses enfants qu'elle a eu de nombreux autres descendants dans la forêt, qui les aideront volontiers s'ils en ont besoin. Puis, après avoir souhaité à tous ses enfants une longue vie en bonne santé, la mère chat disparaît enfin et le cercle d'invocation se referme devant les enfants dévastés. Des années plus tard, après que les chats ont grandi, ils quittent leur grotte d'origine pour partir à l'aventure et commencer leur vie d'adulte. Seul le bébé dragon, qui est désormais devenu une magnifique créature, reste dans l'endroit où sa mère l'a élevé pour la première fois. Bien que le dragon puisse survivre seul, il se sent seul sans la compagnie de ses frères et sœurs, qui ont été avec lui toutes ces années. Quelque temps plus tard, l'une des sœurs chats du dragon revient chez elle avec son mari. Elle le présente à son frère dragon, qui les accueille tous les deux avec joie dans la grotte. Plus tard, la sœur chat donne naissance à ses chatons, et le dragon décide de les élever lui-même. Il leur apprend tous à se cacher et à chasser les souris comme des chats, et leur ordonne de rester loin des humains chaque fois qu'ils en voient. Les petits
chatons acceptent toutes les leçons de leur oncle, et lorsqu'ils grandissent à leur tour, ils quittent tous la grotte pour commencer leur vie dans la forêt. Quelque temps plus tard, une étrange chatte s'approche de la grotte du dragon. Bien qu'elle soit une nouvelle venue, le dragon reconnaît sur elle l'odeur de l'un de ses frères. Il s'avère que cette chatte est l'une des filles de son frère et qu'elle a besoin d'un abri car elle est très enceinte. Elle explique au dragon que son père lui avait dit de chercher refuge auprès de son oncle si elle en avait un jour besoin, ce qui explique pourquoi elle vient maintenant lui rendre visite. En apprenant que ses frères et sœurs se souviennent encore de lui et lui font confiance tout en vivant loin dans la forêt, le dragon verse des larmes de joie et permet immédiatement à la jeune chatte de se reposer dans sa grotte. Au fil des années, le dragon continue de devenir plus grand et plus fort et il acquiert la capacité de converser avec les esprits de la nature. Lors de l'une de leurs discussions, il apprend enfin qu'il appartient en réalité à une espèce différente des Catsites. Déçu, le dragon explique cela à ses proches félins, mais aucun d'entre eux ne s'en soucie. Au contraire, il lui sourit comme avant, alors il oublie ses inquiétudes et continue de leur enseigner. Un jour, alors que le dragon survole paisiblement la forêt, il aperçoit des humains avec un énorme tas de chats morts, chassés uniquement pour leur fourrure. Le dragon entre dans une rage folle et brûle les humains vifs. Après les avoir éliminés, le dragon demande aux esprits s'ils chassent les chats pour se nourrir. Il lui explique que les humains ne chassent les chats que pour leur fourrure, ce qui rend le dragon encore plus furieux car il pense qu'une créature ne devrait pas être tuée à moins que ce ne soit pour se nourrir ou survivre. Dans son enfance, le dragon était trop faible pour protéger tout le monde, mais désormais les choses sont différentes car il possède l'immense puissance d'un corps de dragon ainsi que les capacités destructrices de la magie spirituelle. Le dragon décide qu'il en a assez de la cruauté des humains et s'envole vers le royaume le plus proche pour les avertir. Lorsque les humains remarquent le gigantesque dragon sur leur terre, il annonce d'un ton autoritaire qu'il a tué les aventuriers qui ont assassiné les chats innocents. Il avertit les autres humains qu'ils subiront le même sort s'ils ne cessent pas d'attaquer les chats sans raison, mais les humains refusent d'écouter ces paroles. À la place, ils rassemblent tous leurs mages et attaquent le dragon avec des sorts de foudre. Comme les humains ne peuvent pas utiliser la magie spirituelle pure, leurs sorts sont incroyablement faibles et inefficaces contre le puissant dragon. Le dragon se met en colère face à leur rébellion et commence à brûler tout le royaume avec ses flammes. Dans sa rage, il pense que tous les humains méritent de mourir, mais il aperçoit alors les faibles villageois ainsi qu'une jeune fille innocente qui pleure, impuissante, sur le sol. La jeune fille possède également un chat de compagnie qui tente courageusement de la défendre contre le dragon. En voyant l'un de ses propres proches si près d'une humaine, le cœur du dragon est touché et il décide de leur pardonner pour le bien des personnes gentilles parmi eux. Cependant, il ne les laisse pas sans avertissement, déclarant que si les humains tuent encore un chat, sans nécessité de nourriture ou de légitime défense, il appliquera les punitions qu'il a déjà annoncées. Des années après le déchaînement du dragon, un nouveau prince a grandi dans le royaume humain. Malheureusement, ce prince possède un talent magique pitoyable, alors toute la famille royale s'inquiète pour son avenir. Le prince lui-même connaît ses faiblesses, alors il se faufile hors de sa chambre la nuit, essayant de pratiquer la magie tout seul. Après avoir échoué à plusieurs reprises, un chat apparaît à ses côtés. Le prince se tourne vers le chat, qui lui apporte du réconfort dans ce moment difficile. Il essaie alors de nouveau, et cette fois, il réussit à brûler une feuille grâce au pouvoir de sa magie. Le prince célèbre sa victoire, mais il remarque que le chat semble également l'encourager. Comme les chats ne sont pas autorisés dans le palais, le prince comprend que ce chat s'est introduit ici pendant la nuit. Cependant, il sait aussi que le royaume est censé laisser tous les chats tranquilles et les ramener dans la forêt afin d'éviter la colère du dragon. Il demande au chat s'il peut retrouver son chemin vers la forêt, alors celui-ci hoche la tête et s'en va. La nuit suivante, le prince se faufile de nouveau dehors, se demandant si le chat apparaîtra également. Même s'il est déçu au début, le prince trouve rapidement le chat qui l'attend. À partir de ce jour, le chat commence à le soutenir dans son apprentissage de la magie, au point que le prince apprend à communiquer avec lui. Un jour, alors que le prince partage de la nourriture avec le chat, un ancien du palais les observe discrètement de loin. Il le rapporte au roi, qui convoque immédiatement le prince pour discuter avec lui. Après s'être assuré que le prince ne maltraite pas le chat, le roi lui permet de rester ami avec lui, pensant que le dragon ne se mettra pas en colère sans raison. Avant que l'ancien ne puisse exprimer son objection, une alerte surprend tout le monde lorsque le dragon légendaire apparaît de nouveau dans le royaume. Les habitants terrifiés se demandent si leur fin est arrivée, mais le dragon se contente de s'asseoir et de regarder autour de lui à la recherche de quelqu'un. Peu après, le chat sort du palais et commence à parler avec le dragon. Il lui explique qu'il souhaite enseigner la magie au jeune prince, mais le dragon refuse, pensant qu'il est trop dangereux de confier une magie aussi puissante à la race humaine imprévisible.
Cependant, le chat le rassure en lui disant que le prince est son ami, et peu après, le jeune garçon sort pour rencontrer le dragon. Lorsque le chat lui présente le prince, le dragon se rappelle la scène familière du petit chat protégeant une jeune fille toutes ces années auparavant. Cela adoucit son cœur et il accepte donc de discuter avec le roi humain. Le chat sourit et le remercie, puis il utilise rapidement une magie de métamorphose pour prendre lui aussi une forme de chat. Sous cette forme féline, le dragon entre dans les quartiers du roi. Le roi le salue humblement en l'appelant le dragon impérial et le dragon admet à contre-cœur que le petit prince a réussi d'une manière ou d'une autre à gagner le cœur de son proche félin. Puisque le chat veut lui enseigner la magie, le dragon propose de le laisser rester tant que le roi accepte. En entendant cela, le roi est choqué car la magie utilisée par le dragon est la magie la plus puissante et la plus secrète du monde. Cependant, le dragon ne s'en soucie pas autant, expliquant que n'importe qui peut l'apprendre en parlant avec les esprits de la nature. Malgré cela, le roi sait que la magie spirituelle est assez puissante pour modifier littéralement l'équilibre des pouvoirs en faveur de son royaume. Il commence à remercier le dragon impérial d'une manière respectueuse, mais le dragon le trouve trop prétentieux et lui ordonne plutôt de l'appeler le chat dragon. En entendant cela, le roi sourit et accepte rapidement. À partir de ce jour, le jeune prince apprend la magie spirituelle secrète grâce au chat de la forêt, puis il la transmet à d'autres humains. Au fil des années, chaque fois qu'un roi a un enfant, les chats de la forêt visitent le château pour se lier d'amitié avec le nouveau prince et lui enseigner la magie. Avec le temps, les humains commencent à protéger les chats de la forêt, tandis que les chats continuent de partager leur précieuse magie avec eux en retour. Pendant ce temps, le dragon continue de vivre dans son ancien foyer, enseignant la magie à ses descendants avec la même protection qu'il leur a toujours accordée au fil des années. Alors que l'histoire du dragon se déroulait, la maman chatte faisait face à son propre défi après avoir été invoquée par les humains. Sans se douter de tous les dangers que ses enfants allaient connaître, elle est invoquée par une jeune élève en magie nommée Anne-Rosa. Lorsque la chatte confuse apparaît dans son cercle magique, la petite fille est terrifiée, espérant ne pas se faire attaquer. Son professeur est agréablement surpris et dit à Anne de faire visiter les lieux à la maman chatte pendant qu'il s'occupe des autres élèves. Manifestement, la jeune fille terrifiée ne veut pas rester seule avec une étrange bête, mais elle accepte tout de même les instructions de son professeur. Après que la maman chatte a suivi Anne dans une pièce privée, elle apprend qu'elle a été invoquée comme son familier. Habituellement, il faut au moins quelques jours au mage pour invoquer un monstre, alors Anne a peur d'avoir fait quelque chose de mal en invoquant un aussi rapidement. En voyant ses expressions nerveuses, la maman chatte remarque que cette jeune fille est extrêmement peu sûre d'elle malgré son talent. Son cœur fond en voyant son adorable visage et elle décide de l'élever comme l'un de ses propres enfants. De toute façon, ses autres enfants sont devenus adultes, donc cela ne la dérange pas de les laisser seuls dans la forêt pendant un moment. Elle demande son nom à Anne et la jeune fille répond sans réfléchir. Réalisant que la chatte vient de lui parler, elle s'évanouit de choc. Par la suite, Anne suit le reste de ses cours à l'école avant de rejoindre la maman chatte pour s'entraîner à la magie. Celle-ci emmène la jeune fille sur un terrain d'entraînement afin de lui montrer ses capacités magiques. Anne obéit et utilise un sort d'éclat de glace, mais sa baguette ne produit qu'une minuscule bille de glace. Malgré tout, elle est fière d'avoir réussi à lancer une attaque. Malheureusement, la maman chatte pense qu'elle vient de lui préparer une friandise. Alors, elle commence à mâcher la glace. En voyant son dur travail traité comme un jouet, Anne rougit écarlate de honte. La maman chatte finit par comprendre à quel point elle a besoin de conseils. Alors elle lui montre un sort de foudre pour l'aider à apprendre. Anne ne se sent pas en confiance, puisqu'elle n'a jamais utilisé de sort de foudre auparavant. Pour l'aider, la maman chatte utilise le sort plusieurs fois de plus. Anne observe sa technique, puis se concentre de toutes ses forces. À sa grande surprise, sa baguette produit réellement une petite étincelle. Alors qu'elle est folle de joie après cette réussite, la maman chatte explique qu'elle peut augmenter sa puissance en récitant le nom du sort. Elle suit son conseil et prononce le nom du sort, ce qui crée un puissant éclair qui frappe le mur d'entraînement. La joie provoquée par cet exploit fait monter les larmes aux yeux d'Anne. Malheureusement, le bonheur est souvent de courte durée, alors elle doit se réveiller tôt le lendemain pour s'entraîner à nouveau. Chaque jour, la maman chatte force Anne à utiliser ses sorts encore et encore. Elle fait cela parce que le mana fonctionne comme l'endurance. Une personne peut augmenter son mana en l'épuisant avec des sorts, puis en le laissant récupérer progressivement. Après un certain temps à s'entraîner avec le sort de foudre, la maman chatte demande à Anne d'essayer à nouveau son sort de glace. Elle essaie, mais échoue lamentablement une fois de plus, alors la maman chatte lui dit qu'elle a encore beaucoup de chemin à parcourir. À l'heure du déjeuner, les camarades d'Anne sont choqués de la voir manger comme si elle mourait de faim. Autrefois, cette fille timide ne mangeait jamais plus de quelques bouchées, mais désormais, elle a besoin d'énergie pour reconstituer son mana épuisé. En classe,
classe, la maman chatte rejoint Anne. Alors, un élève demande au professeur si elle a le droit d'être là. Le professeur explique qu'il a accordé à la chatte une autorisation spéciale pour rester, puisqu'elle se comporte bien et l'aide dans ses recherches sur les monstres. Une fille assise derrière Anne fait l'éloge de son familier talentueux et Anne reconnaît que la maman chatte est vraiment spéciale. Ensuite, les élèves partent pour leur entraînement physique. Alors la maman chatte quitte l'école pour chasser. Même s'il n'y a pas de rats ordinaires dans les environs, elle trouve une espèce magique appelée les rats gemmes. Les gemmes sur le front de ces rats contiennent du mana concentré, ce qui constitue une excellente collation pour la chatte. Plus tard, après qu'Anne est rentrée de ses cours, la maman chatte la force à s'entraîner de nouveau à la magie. Épuisée par ses cours, la pauvre fille est incapable de se concentrer, alors la maman chatte lui dit de rentrer chez elle et de se reposer. Plus tard dans la nuit, elle aide le professeur Dan dans ses recherches sur les monstres. Il lui demande combien de temps les chats Sith élèvent leurs petits, alors elle admet qu'ils sevrent leurs enfants bien plus tôt que les autres monstres. En entendant cela, le professeur est surpris, alors la maman chatte explique qu'elle a également élevé d'autres espèces de monstres. Parmi elles, elle a élevé de nombreuses créatures étranges, comme le dragon ailé, qu'elle est incapable d'identifier. Cependant, la plupart des autres créatures grandissaient bien plus lentement que ces chats, alors elle devait les quitter avant qu'elles aient complètement grandi. Intrigué par ces histoires, le professeur lui demande où elle vivait à l'origine, et apprend qu'elle vient de la forêt des novices. Il dit à la maman chatte que les habitants de son royaume connaissent très bien cette forêt, puisqu'ils l'utilisent comme terrain d'entraînement. Après un court moment, leur discussion prend fin et la maman chatte s'en va. Le lendemain, Anne la force à prendre un bain. Pour une raison quelconque, Anne se transforme en monstre sorcier sous la douche, noyant la pauvre maman chatte dans de l'eau brûlante. La maman chatte se sent déprimée. Anne lui rappelle qu'il est nécessaire de rester propre si elle veut continuer à assister à ses cours. En plus de l'entraînement magique, la maman chatte accompagne aussi Anne à la bibliothèque où elle l'aide à étudier la magie. Toute sa vie, elle a travaillé avec des bêtes magiques qui avaient toujours besoin de soins pratiques. À présent, elle se sent heureuse dans cet environnement d'études calme aux côtés de son enfant humaine. Quelques jours plus tard, l'un des élèves échoue lors de son rituel d'invocation et son portail se connecte alors au monde des ténèbres. Alors que des monstres hostiles des ténèbres surgissent du portail, les professeurs se précipitent pour les vaincre. Anne participe également au combat, réduisant les monstres en cendres avec son sort de foudre qu'elle vient tout juste d'apprendre. Soudain, un démon menaçant apparaît depuis le portail, son aura étant bien plus puissante que celle de toutes les créatures précédentes. En plongeant leur regard dans les yeux assoiffés de sang du monstre, les mages commencent à trembler de peur. Puis, tout à coup, la maman chatte se met à parler au démon comme si elle le connaissait très bien. En réalisant que sa mère se trouve juste devant lui, le démon perd instantanément toute son aura. Les professeurs observent avec horreur la mère et le démon discuter comme s'ils formaient une famille ordinaire. Le démon explique qu'il s'inquiétait pour elle depuis qu'elle avait été invoquée, alors il est allé enquêter dans la forêt. Là-bas, il a trouvé son frère adoptif, le bébé dragon, ce qui l'a encore plus troublé. La maman chatte demande si ses autres enfants vont bien, alors le démon acquiesce. Il explique qu'il s'inquiète toujours en son absence, mais la maman chatte pense qu'ils s'en sortiront très bien seuls. Puis, elle présente joyeusement son terrifiant fils adoptif au professeur. Après cette présentation décontractée, elle suggère de transformer le cercle d'invocation en donjon afin que les élèves puissent s'entraîner à combattre des démons. Le grand démon proteste contre sa décision, affirmant que ce sera dangereux pour les enfants. Pour résoudre ce problème, la maman chatte l'oblige à monter la garde afin que les enfants restent en sécurité à tout moment. En entendant toutes ces inquiétudes, le démon se demande pourquoi elle se soucie autant des élèves humains. À cela, elle révèle qu'elle élève actuellement Anne comme sa propre enfant. Heureuse d'avoir autant d'enfants, les deux queues de la maman chatte commencent à remuer de joie. Autrefois, elle n'avait qu'une seule queue, alors le démon est choqué de découvrir qu'elle a muté vers une nouvelle forme. La maman chatte acquiesce, expliquant que son mana a augmenté après avoir mangé autant de rats gemmes. En y réfléchissant, le démon comprend que cette mutation n'a fait qu'augmenter son espérance de vie, alors il l'accepte comme une bénédiction. À partir de ce jour, l'école de magie commence à se développer à une vitesse incroyable grâce à l'enseignement de la maman chatte et aux expériences acquises dans le donjon des démons. Après plusieurs années, l'école forme d'innombrables grands mages, dont Anne elle-même. Au fil du temps, elle se bâtit une réputation sous le nom de la sorcière de givre-foudre, connue pour ses terrifiantes attaques de stalactites, de glace et de foudre. Finalement, Anne retourne à l'académie de magie en tant que professeur. Tous les nouveaux élèves ont entendu parler de sa réputation, alors ils l'observent discrètement avec curiosité. La maman chatte est également revenue avec elle. Elle se rend d'abord dans la salle d'entraînement où elle salue le vieux professeur qui travaillait avec elle. Après des années de nouvelles contributions, le vieil homme
est devenu le directeur de l'académie. Il souhaite la bienvenue à la maman chatte qui le remercie d'avoir pris soin du grand démon et de son donjon pendant tout ce temps. Sentant sa présence, le grand démon apparaît sous la forme d'un chat devant la maman chatte. Elle lui sourit, expliquant qu'elle était simplement venue lui rendre visite dans le donjon. Le démon se met en colère car il pense que le donjon est trop dangereux pour elle. Cependant, la maman chatte se sent offensée et insiste sur le fait qu'elle peut se défendre contre les démons. Elle s'énerve et commence à lui faire la leçon devant le directeur. Alors le démon embarrassé l'entraîne dans le donjon. Là-bas, il rappelle à la maman chatte qu'il reste un démon redouté dans le monde humain et qu'il a une réputation à préserver. Même si la maman chatte accepte de lui témoigner un peu plus de respect en public, le démon comprend qu'elle n'est pas du tout sérieuse. Ensuite, il est temps pour Anne de prononcer son discours d'introduction devant ses nouveaux élèves. Malgré toute son expérience, elle se sent encore extrêmement nerveuse lorsqu'elle se retrouve face à un public. Alors que les élèves impatients attendent ses paroles, la pression devient trop forte pour Anne et elle se retrouve complètement incapable de parler. Heureusement, la maman chatte apparaît à ses côtés et rassure les enfants en leur disant qu'Anne est une excellente professeure. Elle révèle également qu'elle a élevé Anne lorsqu'elle était enfant et propose d'enseigner aux élèves tout ce que sa fille ne pourrait pas leur apprendre. Après avoir donné à Anne le temps de respirer, elle lui demande de prononcer son discours. Anne sourit alors et commence enfin à parler. Quelques jours plus tard, l'une des élèves d'Anne se sent triste après avoir échoué à un examen. Elle se demande pourquoi elle n'arrive pas à réussir. Alors Anne lui explique qu'elle n'a pas assez de mana. Cela ne fait que décourager davantage la pauvre fille. Alors Anne lui révèle que son propre mana était faible autrefois. Cependant, grâce à des entraînements réguliers avec ses sorts, elle a pu augmenter son mana jusqu'à atteindre sa capacité actuelle. L'élève suit son conseil et se rend à l'entraînement magique le lendemain. Elle est surprise de voir Anne et la maman chatte l'attendre et elle se met à pleurer devant leur soutien. L'élève pense qu'elle ne mérite pas autant d'attention particulière, mais Anne lui assure qu'elle en est capable. La maman chatte acquiesce et se met à vanter fièrement les réussites d'Anne. Elle embarrasse la pauvre professeure en public en révélant qu'autrefois, Anne ne pouvait lancer que de minuscules billes de glace. Ce n'est que grâce à l'éducation stricte et à l'entraînement de la maman chatte qu'Anne est devenue aussi puissante aujourd'hui. Après avoir entendu cela, l'élève gagne encore plus de motivation et commence à travailler dur. Chaque fois qu'elle se fatigue, Anne et la maman chatte l'encouragent à continuer à s'entraîner afin de développer davantage son endurance. Le lendemain, l'élève retourne sur le terrain d'entraînement pour une nouvelle séance. Cependant, son secret finit mystérieusement par se répandre dans la classe. Alors plusieurs autres élèves la rejoignent pour profiter eux aussi de l'attention personnelle de leur professeur. Après plusieurs semaines d'entraînement intense, les élèves retournent dans le donjon afin de relever leurs défis. Grâce aux fruits de leur travail acharné, ils terminent le niveau final et célèbrent leur victoire. Pour une raison quelconque, le grand démon apparaît devant eux sous la forme d'une statue de pierre, alors ils se demandent pourquoi il n'utilise pas sa forme de chat. Essayant de se donner une aura de boss final, le pauvre démon se retrouve complètement brisé par leur attitude peu sérieuse. Il finit par leur montrer sa forme de chat, se sentant totalement humilié. Pendant ce temps, de retour à l'école, le directeur félicite Anne pour tous ses efforts. Elle sourit en acceptant ses remerciements et suggère d'adopter de nouvelles mesures pour améliorer l'environnement d'apprentissage de l'école. Anne pense que les élèves devraient commencer à accepter de véritables missions proposées par les guildes afin d'acquérir de l'expérience. Même si le directeur reconnaît que cette expérience serait inestimable pour les élèves, il lui rappelle qu'elle devra impliquer l'école avec plusieurs organisations extérieures. Malgré cela, Anne ne se décourage pas et propose de négocier les accords par l'intermédiaire de la cour royale. Une fois l'accord finalisé, son école commence officiellement à envoyer ses élèves en stage. Puisque ces stages impliquent de réels dangers, les élèves reçoivent l'instruction d'utiliser des fusées de détresse pour alerter leurs professeurs. Lorsqu'une première fusée traverse le ciel, Anne est la première à se téléporter pour secourir ses élèves. Ensuite, les élèves reviennent de leur mission, certains ayant réussi, tandis que d'autres font la tête après leurs échecs. Peu importe leur résultat, Anne est extrêmement heureuse. Les larmes aux yeux, elle félicite tout le monde pour avoir fait ses premiers pas vers la vie de mage adulte. Un an plus tard, tous les élèves obtiennent leur diplôme et partent sur une note positive, impatients de découvrir leur avenir. Au fil des années, la maman chatte reste aux côtés d'Anne, regardant son école de magie se transformer en l'une des plus grandes institutions du royaume. Plusieurs décennies plus tard, le dragon de la forêt continue d'élever les chats des environs. Après avoir vécu avec lui pendant des années, les chats locaux lui ont donné le nom de Monsieur Hale. Un jour, deux couples de chats se rendent dans la grotte de Monsieur Hale avec l'intention d'y mettre leur petit au monde sous sa protection. Cependant, l'une des chattes a une patte blessée. Elle lui explique que des chasseurs humains
humains l'ont attaqué, ce qui met Monsieur Hale dans une colère noire. Pensant que les humains sont redevenus arrogants, il s'envole, prêt à mettre les chasseurs en pièces. Mais lorsqu'il arrive sur place, il découvre que les chasseurs sont terrorisés par d'autres chats. En voyant cela, même le dragon en oublie sa colère, tant la situation le laisse perplexe. Il se met alors à crier sur les chats, leur reprochant de punir les chasseurs au lieu de s'occuper de la chatte enceinte. Les chats se recroquevillent sous ses réprimandes, tout en essayant encore de le convaincre que les chasseurs méritent leur punition. Monsieur Hale leur donne raison, mais lorsqu'il apprend que ces humains ne viennent pas du royaume voisin, il comprend pourquoi ils ont attaqué les chats sans la moindre crainte. Il leur fait remarquer que s'ils tuaient ces chasseurs dans la forêt, leur pays d'origine pourrait entrer en conflit avec le royaume voisin. Pour éviter d'attirer des ennuis à ses amis, Monsieur Hale ordonne aux chats d'emmener les chasseurs dans un village voisin afin qu'ils soient légalement punis. Les chats acceptent sa décision et s'en vont. Monsieur Hale retourne donc lui aussi dans la grotte pour aider les chattes enceintes. Lorsqu'il revient, les deux mâles sont complètement paniqués pour leur compagne. Heureusement, les petits viennent au monde sans le moindre problème. Après leur naissance, quelques jeunes chats les observent jouer. Ils les trouvent adorables, mais Monsieur Hale les avertit que les bébés pourraient finir par devenir plus forts qu'eux s'ils négligent leur entraînement. À la suite de cet avertissement, les chats promettent de s'entraîner sérieusement, puis quittent la grotte pour partir chasser. Pendant ce temps, l'un des chatons s'intéresse à la griffe de Monsieur Hale. Il l'attaque de toutes ses forces, essayant de l'arracher. En regardant son petit si énergique, le père se dit qu'il deviendra sûrement un excellent chasseur à l'avenir. 2 mois plus tard, les petits sont presque sevrés. Les mères se sentent désormais reposées et prêtes à repartir chasser pendant que Monsieur Hale garde leur bébé. Le petit chat, obsédé par sa griffe, l'est toujours autant. Il continue d'essayer de la voler, s'y suspendant comme le ferait un humain. En le voyant se tenir sur ses 2 pattes, ses parents se demandent s'il finira par vivre avec un humain dans le royaume. Monsieur Hale y réfléchit, se rappelant que tous les chats partis vivre dans le royaume avaient choisi comme partenaire un humain au cœur pur. Cependant, il estime toujours qu'il est extrêmement dangereux de faire confiance à un humain, aussi fiable puisse-t-il paraître. Pour cette raison, il avertit le chat de ne jamais vivre avec les humains. Mais tandis que le petit continue de mordiller sa griffe, sans lui accorder la moindre attention, il comprend que ses paroles entrent par une oreille et ressortent par l'autre. Quelques mois plus tard, les chatons ont complètement grandi. Monsieur Hale les emmène hors de la grotte afin de leur enseigner un peu de magie. Il commence par leur montrer sa magie de métamorphose et prend l'apparence d'un chat. Alors qu'ils le regardent avec émerveillement, Monsieur Hale leur explique que la métamorphose permet de prendre n'importe quelle forme, même celle d'une créature plus grande que son propre corps. Ensuite, il tente de leur apprendre à chasser. Les chats semblent davantage intéressés par son nouveau corps félin, alors le dragon leur ordonne de descendre et de bien se tenir. Il leur explique que, pour chasser, ils doivent d'abord trouver une proie qu'ils veulent manger. Ensuite, ils doivent la maîtriser et la tuer avant de la dévorer. Il leur rappelle également que les proies ne se laissent pas attraper gratuitement. Puisque tous les animaux veulent vivre, elles se battront pour se protéger. Les chats doivent donc apprendre à combattre. Après cette explication, Monsieur Hale se transforme soudainement en un ours assoiffé de sang. En un instant, tous les chats hurlent et se réfugient dans les buissons derrière eux. Monsieur Hale approuve leur réaction, leur faisant remarquer que les proies fuient leurs prédateurs de la même manière. Il remarque également qu'un des chats est resté sur place, prêt à se battre pour sauver sa vie. Il reprend alors sa forme de chat et se prépare à leur apprendre à utiliser la magie. En remarquant que le chat, obsédé par sa griffe, se tient derrière lui, Monsieur Hale lui demande s'il s'est blessé lorsqu'il s'est transformé en ours. Le chat le rassure en lui disant qu'il va bien, tout en le fixant avec une concentration intense. Plus tard, le prince du royaume humain rend visite à Monsieur Hale pour la première fois. Après toutes ces années, le jeune prince est devenu un véritable gentleman. En le voyant se tenir devant lui, Monsieur Hale remarque qu'il est le premier humain à s'aventurer aussi profondément dans la forêt depuis de nombreuses années. Le prince rit doucement et lui dit qu'il a toujours voulu venir chez lui. Non loin de là, les jeunes chats observent le prince avec curiosité. Leurs parents leur expliquent que cet homme est un humain et qu'il se trouve être l'un des amis de Monsieur Hale. En entendant le mot humain, les chatons se demandent pourquoi ils n'ont pas peur du prince, puisqu'on leur a toujours dit que les humains pouvaient être extrêmement dangereux. Leurs parents leur expliquent que chaque humain possède une personnalité différente et que certains peuvent être réellement bienveillants. Cependant, puisqu'un humain peut aussi se révéler extrêmement cruel, on apprend toujours aux chats à les éviter. Le prince s'approche d'eux, heureux de recevoir un accueil chaleureux de la part de la famille du dragon. L'un des chatons est impressionné par lui et décide qu'il ira rendre visite aux humains une fois adulte. En entendant cela, Monsieur Hale se sent frustré, car il voulait justement que les petits restent loin des humains. Ensuite, il apprend à tous les chats comment se déplacer à travers le
territoire de la forêt. Après avoir marché pendant un moment, il remarque quelque chose d'étrange et ordonne à tout le monde de se cacher. Une fois les chats dissimulés dans un buisson, Monsieur L leur montre un groupe d'aventuriers humains encerclés par une meute de loups. Bien que les chatons aient déjà vu le prince, ils ne reconnaissent pas ces aventuriers comme étant des humains. Ils trouvent que ces derniers sont beaucoup plus musclés et très différents de lui. Monsieur Hale leur explique que le prince était relativement peu armé puisqu'il n'était pas venu dans la forêt pour se battre. Cependant, lorsqu'un humain veut affronter de puissantes créatures, il doit utiliser de l'équipement extérieur, car son corps n'est pas assez robuste à lui seul. Monsieur Hale leur explique également que certains humains savent utiliser la magie, ce qui surprend énormément les chats. Toute leur vie, ils ont tous pratiqué la magie, alors ils n'avaient jamais imaginé que certains membres d'une espèce puissent être totalement incapables de s'en servir. Monsieur Hale leur explique que les humains peuvent être extrêmement différents les uns des autres et que chacun d'entre eux peut posséder des talents particuliers. Pendant qu'il leur explique tout cela, les loups tentent d'attaquer les aventuriers. Grâce à leurs puissantes armes et à leurs techniques de soigner de combat, les aventuriers mettent facilement les loups en pièces. L'un d'eux utilise même un sort de foudre pour tuer 2 loups d'un seul coup. En les regardant combattre, les yeux du chaton, obsédés par la griffe, brillent d'admiration. Après cela, les humains quittent les lieux en emportant leur butin. Tandis que les chats sont encore excités par le combat, Monsieur L se demande pourquoi ces humains sont venus jusqu'ici. D'ordinaire, les humains ne s'aventurent pas dans les profondeurs de la forêt, alors les chats ont eu une chance incroyable de pouvoir les observer se battre. Parmi les jeunes chats, le chat gris semble être celui qui s'intéresse le plus aux techniques de combat humaines. Même plus tard dans la nuit, il continue d'en parler sans arrêt, incapable de penser à autre chose. Le lendemain matin, la mère du chat gris le réveille afin qu'il puisse dire au revoir à ses frères et sœurs aînés. Lorsqu'il sort, il découvre ces derniers alignés devant Monsieur L. Puisque les chats les plus âgés ont désormais grandi, le dragon leur demande ce qu'ils comptent faire à l'avenir. 2 des chats souhaitent vivre dans une ville humaine, tandis qu'un autre veut construire sa maison près d'un lac. Monsieur L leur souhaite bonne chance et leur dit qu'ils seront toujours les bienvenus dans sa grotte s'ils se retrouvent un jour en danger. Les chatons leur font également leurs adieux et une fois les séparations terminées, les chats les plus âgés partent commencer leur voyage. Après leur départ, Monsieur L rappelle aux chatons qu'eux aussi devront quitter la grotte lorsqu'ils seront adultes. Pour se préparer à ce jour, il leur recommande de continuer à s'entraîner sérieusement. Quelque temps plus tard, les chatons accueillent une nouvelle portée de petits frères et petites sœurs. Maintenant qu'ils ont tous grandi, ils passent leur temps à jouer avec eux. En observant les minuscules chatons, leurs parents sourient en se rappelant que leurs enfants plus âgés avaient exactement la même taille seulement 1 an auparavant. Monsieur L acquiesce lui aussi, envahi par la nostalgie de l'année passée. Même si toute cette année a été remplie de chaos, il se sent soulagé que les chats aient tous grandi sans danger. En s'asseyant pour se détendre, il demande aux plus âgés de bien se comporter et de donner le bon exemple aux plus jeunes. Monsieur Hale les avertit également que leurs petits frères et petites sœurs grandiront en un rien de temps. Les chats acquiescent, pensant qu'il est tout à fait normal qu'ils grandissent rapidement. Cependant, ils comprennent bientôt qu'ils ont complètement sous-estimé la vitesse à laquelle un chat peut grandir. En seulement quelques semaines, les chatons passent de petites créatures incapables de faire autre chose que rouler sur elles-mêmes à des chats capables de marcher, puis même de chasser leur propre proie. Avec un peu plus de temps, ils commencent également à apprendre la magie, ce qui pousse leurs frères et sœurs plus âgés à craindre d'être bientôt éclipsés. Quelques jours plus tard, les chats les plus âgés décident qu'ils doivent affirmer leur supériorité sur les plus jeunes. Pour y parvenir, l'un d'entre eux propose de chasser une puissante créature de la forêt. Même si les autres se sentent nerveux, ils acceptent tout de même de tenter le coup. Pendant que les chatons dorment profondément, les plus âgés élaborent un plan complet pour abattre cette redoutable menace. Une fois leur stratégie terminée, ils quittent tous la grotte. Plus tard, ils rentrent chez eux, couverts de sueur et plus nerveux que jamais. Monsieur L les observe avec curiosité avant de découvrir qu'ils transportent à l'aide de leur magie le cadavre gigantesque d'un ours. Bien que les chats les plus âgés soient couverts de bleu et de blessures, ils sont tous extrêmement fiers de montrer leur prise à leurs petits frères et petites sœurs. Tandis que les chatons les regardent avec admiration, les plus âgés leur expliquent qu'ils ont dû utiliser toute leur force pour parvenir à tuer l'ours. Ils révèlent également que Kurotama, le chat qui a toujours adoré la griffe de Monsieur Hale, est celui qui a imaginé leur stratégie. Malheureusement, Monsieur Hale ne semble pas du tout impressionné par leur exploit. Il leur rappelle sévèrement qu'ils sont censés éviter les humains et les ours à tout prix, ce qui détruit complètement leur ambiance festive. Face à sa colère, les chats courent dans se réfugier auprès de leur mère, qui les réprimande, elles aussi, pour avoir accompli une chose aussi dangereuse. Peu de temps après, la nouvelle de cet exploit incroyable se répand dans toute la forêt. De nombreux autres chats apprennent que le groupe de Monsieur L a réussi à chasser un ours sans aucune
aucune aide. Face à leur capacité impressionnante, ils pensent que cette génération de chats a le potentiel nécessaire pour rejoindre les aventuriers humains. Quelques mois plus tard, les frères et sœurs les plus âgés sont tous devenus adultes. Lorsque vient le moment de se dire au revoir, Monsieur Hale leur demande ce qu'ils ont prévu pour l'avenir. Certains veulent fonder leur propre famille, tandis que d'autres souhaitent s'approprier un territoire très éloigné de leur foyer. Quelques-uns veulent également rejoindre le royaume humain. En entendant cela, Monsieur Hale acquiesce, puis demande à Kurotama quels sont ses projets. Plein d'enthousiasme, Kurotama lui annonce qu'il veut devenir un aventurier humain. En entendant cela, même Monsieur Hale reste sans voix. Il se demande ce que Kurotama veut dire, puisqu'un chat ne peut pas devenir humain. Cependant, Kurotama lui rappelle qu'il sait utiliser la magie de métamorphose. Puisque cette magie peut servir à prendre la forme d'une créature plus grande, il a appris à se transformer en humain. Il montre alors sa transformation à Monsieur Hale et prend l'apparence d'un jeune garçon. Le pauvre dragon reste stupéfait en réalisant qu'il a enseigné à ce chat précisément ce qui lui permet de devenir la créature qu'il lui avait toujours dit d'éviter. En voyant la réaction de Monsieur Hale, les chats se préparent à partir avant qu'ils ne se mettent trop en colère. Les chats, qui souhaitaient aller rendre visite aux humains, montent sur le dos de Kurotama, tandis que leurs petits frères et petites sœurs leur font leurs adieux. Alors que les plus âgés s'éloignent, leurs parents rient devant le départ ridicule de leur enfant. Monsieur Hale pousse lui aussi un soupir, sachant qu'il ne peut pas contrôler les désirs des chats. Finalement, il prie pour qu'ils vivent tous une vie heureuse, peu importe l'endroit où ils choisiront d'aller. Un jour, un chat noir de la forêt nommé Kurobane se promène dans le royaume des humains. Comme il arrive tard en ville, il fait déjà nuit et tout le monde dort. C'est d'ailleurs la toute première fois que ce chat noir rend visite aux humains. Quelques jours plus tôt, Monsieur Wing lui avait demandé d'aller les voir. Un nouveau prince venait récemment de naître, et le roi souhaitait qu'un chat sage de la forêt examine son fils et le guide. Comme l'un des amis de Kurobane était proche du roi, Monsieur Wing lui avait demandé de se rendre dans le royaume humain à sa place. En marchant dans les rues, Kurobane se rend compte que Monsieur Wing a toujours essayé d'éviter les humains, mais qu'il ne refuse jamais lorsqu'ils lui demandent un service. Malheureusement, comme il fait nuit, tous les chats qui vivent avec les humains sont endormis. Kurobane décide donc de trouver le palais royal tout seul. Non loin de là, il aperçoit un immense bâtiment qui, selon lui, doit être le château. Grâce à une magie de déplacement spéciale, il saute par-dessus un mur tout en admirant l'architecture des humains. Puis, il décide d'entrer dans une chambre par une fenêtre afin de s'y reposer pour la nuit. Cependant, la pièce est remplie par les faibles pleurs d'un bébé. Intrigué, Kurobane saute sur le lit où il découvre un bébé aux cheveux blonds. En apercevant le chat, le bébé se met à pleurer encore plus fort, ce qui fait paniquer Kurobane. Pour calmer le bébé, il essaie de lui caresser le visage avec sa douce queue. En sentant la fourrure du chat, le bébé se calme rapidement et commence à rire. Une servante entre alors dans la chambre pour vérifier que tout va bien, mais elle découvre le bébé agrippé à la queue de Kurobane. Elle sourit, sachant que le roi attendait la visite d'un chat de la forêt dans leur royaume. Kurobane lui explique qu'il a accidentellement fait pleurer le bébé et qu'il se retrouve maintenant coincé à jouer les nourrices. La servante rit, comprenant enfin pourquoi le prince n'avait pas pleuré cette nuit-là. En entendant ces paroles, Kurobane est surpris d'apprendre que ce bébé est en réalité le prince qu'il cherchait. Mal à l'aise, il explique à la servante qu'il était censé rencontrer les parents du prince en premier. Elle lui propose de transmettre son message au roi. Le lendemain, Kurobane rencontre donc le souverain dans la grande salle du palais. En le voyant, le roi éclate de rire, ravi de sa présence. Depuis longtemps, il entendait des rumeurs racontant qu'un certain chat noir de la forêt avait vaincu un ours à lui tout seul. À présent, en voyant le chat devant lui, il est fier que son fils puisse avoir un mentor aussi puissant. Kurobane se sent gêné, trouvant que le roi lui-même est aussi massif qu'un ours. Lorsque le roi lui demande son avis sur son fils, Kurobane lui fait remarquer qu'il ne s'agit littéralement que d'un bébé. À côté du roi, sa compagne Féline sourit en se rappelant qu'elle l'avait rencontré d'une manière totalement opposée. À l'époque où le roi n'était encore qu'un garçon, il s'était lui-même approché du chat endormi. Après sa rencontre avec le roi, Kurobane décide de rester quelque temps au palais royal afin d'en apprendre davantage sur le prince. Au fil des jours, le chat noir observe le prince grandir, passant du stade de bébé à celui de jeune enfant. Quelques années plus tard, le prince est devenu un enfant audacieux, capable de grimper sans peur au sommet de grands arbres. Désireux de voir Kurobane, il se précipite vers le terrain d'entraînement royal. Là-bas, il découvre le roi en train de discuter avec les chats d'une guerre qui se déroule à proximité. Le roi leur explique que le pays voisin mène une guerre contre le seigneur démon. Bien que son royaume soit incapable de combattre à leur côté, il leur envoie des provisions afin de les soutenir. Le roi aimerait affronter lui-même le seigneur démon et se sent frustré de ne pas pouvoir le faire. Kurobane lui rappelle donc ses devoirs envers son royaume. Le roi reconnaît qu'il est prisonnier de ses responsabilités. Lorsqu'il était enfant, il avait toujours rêvé de partir à l'aventure ou d'accomplir quelque chose de téméraire. Il n'aurait jamais imaginé devenir un roi qui ferait passer son royaume avant tout à chaque décision. À cette époque, le roi avait lui aussi rencontré un ours. Contrairement à Kurobane, il n'avait pas la force nécessaire pour le vaincre et n'avait donc pu que s'enfuir pour sauver sa vie. Alors que le
le prince écoute leur conversation, la chatte blanche lui explique que Kurobane est en réalité une légende parmi les Katesites. Même si ces chats sont des créatures puissantes, la plupart d'entre eux n'ont aucune chance de vaincre seul un ours. En tuant un ours à lui tout seul, Kurobane a accompli l'impossible. En entendant cela, Kurobane se retourne et affirme qu'il existe d'autres chats plus forts que lui. Comme il faisait partie du groupe qui avait abattu un ours pour la première fois, il pense que ses frères et sœurs possèdent eux aussi la force nécessaire pour en tuer un seul. En entendant cela, la chatte blanche comprend qu'il fait partie de la légendaire fratrie. Elle se demande ce que sont devenus les autres membres de sa famille. Kurobane lui explique qu'il ne les a pas contactés depuis un certain temps. Alors qu'ils continuent tous les trois à discuter, le prince les interrompt, réclamant à Kurobane un défi plus difficile. Kurobane saute du mur et demande au prince s'il aimerait essayer d'attraper sa queue la prochaine fois. Cela agace le prince, alors Kurobane l'emmène ailleurs. Quelques semaines plus tard, le pays voisin remporte la guerre contre le seigneur démon. Pour célébrer leur victoire, le pays envoie ses héros rendre visite au roi afin de le remercier pour son soutien. À l'intérieur du palais, tandis que le roi félicite les guerriers héroïques, Kurobane est stupéfait de découvrir son propre frère Kurotama parmi eux. Kurotama affiche un grand sourire et lui fait signe d'un air joueur de garder le silence. Intérieurement, Kurobane est émerveillé de constater que son frère aventurier d'autrefois est devenu tellement plus puissant. Plus tard, il retrouve le prince caché dans un arbre. Le prince demande à Kurobane de lui enseigner la magie, mais celui-ci lui explique que les enfants ne sont pas autorisés à l'apprendre avant l'âge de 8 ans. Bien que le prince comprenne, il reste surexcité après avoir vu les héros légendaires. Désireux de devenir aussi fort qu'eux, il demande à Kurobane de l'emmener partir à l'aventure. Le prince pense qu'une personne ne peut devenir forte qu'en vivant des aventures. Après y avoir réfléchi, il décide qu'il souhaite finalement devenir aussi puissant que Kurobane. Comme le chat noir l'a élevé toute sa vie, le prince veut être digne de se tenir à ses côtés. En entendant des paroles aussi ambitieuses sortir de la bouche d'un si jeune enfant, même Kurobane, pourtant toujours détendu, est surpris. Désormais, il a hâte de découvrir ce que le prince sera capable d'accomplir à l'avenir. Il avertit le jeune garçon qu'apprendre la magie ne suffit pas pour partir à l'aventure. En plus de la magie, il devra également se procurer les armes et l'équipement appropriés pour survivre dans la nature. Le prince acquiesce, alors Kurobane lui demande également de changer d'attitude, car il souhaite qu'il ait encore plus confiance en lui qu'à présent. Des années plus tard, grâce à l'entraînement de Kurobane, le prince devient assez fort pour combattre seul et utiliser la magie. Un jour, il s'échappe discrètement du palais royal pour aller tuer un ours dans la forêt. Plus tard, il traîne le cadavre de l'animal à travers la ville, attirant le regard de toutes les personnes présentes. Comme le prince est techniquement en fuite, il essaie de cacher son identité à tout le monde. Vêtu d'un simple pagne, il laisse tomber le cadavre de l'ours au beau milieu de la guilde des aventuriers. Bien qu'il affirme avoir trouvé l'animal mort dans la forêt, les réceptionnistes de la guilde deviennent méfiantes en remarquant toutes les marques et les ecchymoses sur son corps. Comprenant que le prince est un très mauvais comédien, Kurobane demande à la réceptionniste de l'inscrire comme aventurier. Quelques mois plus tard, le prince a laissé pousser ses cheveux et porte désormais un élégant costume. Il assiste à un bal royal où il attire le regard de plusieurs jeunes femmes. Comme le prince apparaît rarement en public, certaines d'entre elles lui demandent son nom. Elles apprennent alors qu'il s'appelle Stan Leto. Les jeunes filles sont stupéfaites de découvrir qu'il n'a que 12 ans car il est extrêmement grand grâce aux gènes de son père et possède déjà le physique d'un homme à force de s'entraîner dans la forêt. Stan Leto quitte lui-même le bal, agacé par tous ses invités royaux stupides et par les règles de l'étiquette. Comme le prince ne s'intéresse qu'à l'aventure, il déteste toute l'attention que lui portent les jeunes femmes. De plus, il pense être encore trop jeune pour la romance. Stan Leto ne comprend pas pourquoi toutes les femmes nobles se montrent aussi prédatrices. Alors Kurobane lui rappelle que choisir un partenaire amoureux revient un peu à partir à la chasse. Au lieu de tuer une cible pour se nourrir ou obtenir la gloire, ces filles font tout leur possible pour trouver l'homme le plus beau et le plus puissant afin de s'assurer une bonne position sociale. En entendant le mot chasse, Stan Leto s'enthousiasme et pense qu'il devrait lui aussi aller chasser quelque chose. Kurobane se rend également compte qu'il s'est rouillé, alors le prince lui annonce qu'il est temps de repartir pour une nouvelle aventure. Quelques jours plus tard a lieu la fête d'anniversaire du roi. Là-bas, le souverain accueille tous ses invités qui ne cessent de faire l'éloge de son excellent fils. Stan Leto observe la réception pendant un moment avant de demander à son père l'autorisation de faire une pause jusqu'au début du feu d'artifice. Le roi éclate de rire, sachant que son fils est épuisé après avoir salué des invités toute la journée, et il autorise Stan Leto à se reposer quelque temps dans sa chambre. Plus tard, lorsque vient le moment du feu d'artifice, l'un des serviteurs du roi arrive en courant avec une nouvelle urgente. Il révèle que le prince a disparu de sa chambre, ne laissant derrière lui qu'un message annonçant qu'il était parti à l'aventure. Sous le choc, le roi se couvre le visage de la main, comprenant qu'il s'est fait avoir. Malgré tout, il savait que cela finirait forcément par arriver, alors il prie pour que son fils reste sain et sauf. Pendant ce temps, Stan Leto et Kurobane courent aussi loin que possible, dans l'espoir d'atteindre le pays voisin situé au-delà de la forêt des débutants. Après un certain temps, ils s'arrêtent dans la forêt pour se reposer. Stan Leto se demande si son identité risque d'être découverte dans le pays voisin. Kurobane lui rappelle que le roi fera probablement bientôt placarder
des avis de recherche à son sujet, alors ils doivent se dépêcher. Pour le moment, le prince coupe ses cheveux afin d'éviter d'être reconnu. Pour ne pas éveiller les soupçons, il décide d'adopter l'identité d'un simple paysan. Pour commencer sa transformation, il change son nom en Stan. Ensuite, le prince s'endort sur la branche d'un arbre. Kurobane est surpris par cette étrange façon de dormir, alors le prince lui rappelle qu'il est plus prudent de dormir en hauteur. Le chat acquiesce et grimpe lui aussi dans un arbre. Cependant, Kurobane comprend rapidement que les matelas moelleux et les coussins du château royal l'ont beaucoup trop gâté. Le lendemain matin, il découvre le prince agenouillé, vêtu uniquement de son pagne. Stan lui explique qu'il s'est débarrassé de ses vêtements pour éviter d'être identifié comme un noble. Kurobane lui rappelle que même les paysans ont le droit de porter des vêtements, mais Stan n'y prête aucune attention. Ensuite, il attrape un lapin qui se trouve à proximité et commence à le manger cru. Même Kurobane, qui est pourtant un prédateur, trouve cela répugnant, mais le prince estime qu'il est parfaitement normal de manger de cette façon. Quelques jours plus tard, Stan décide de partir à la recherche d'un loup à tuer. En entendant cela, Kurobane avertit le prince qu'il n'est pas encore prêt à affronter des loups, surtout parce qu'ils combattent en meute. Soudain, ils entendent le rugissement d'un ours à proximité. Stan s'enthousiasme à l'idée de relever un véritable défi, mais Kurobane lui ordonne de reculer. Il rappelle au prince qu'un ours est l'un des monstres les plus puissants de la forêt et qu'ils ne peuvent prendre aucun risque face à lui. Cependant, le prince pense qu'il restera faible toute sa vie s'il continue à s'enfuir comme un lâche. Malgré l'opposition de Kurobane, il lance un sort magique et court en direction de l'ours, demandant au chat de lui sauver la vie si l'animal se révèle trop puissant. Finalement, Kurobane est complètement furieux face à l'entêtement du prince, mais il le soutient tout de même avec sa magie de foudre. Après un long combat, ils parviennent à vaincre l'ours. Ils le vendent ensuite dans une ville voisine pour une jolie fortune. Avec son nouvel argent, Stan achète joyeusement des vêtements. Il loue également une chambre dans une auberge pour se reposer. À l'intérieur, Kurobane le réprimande pour son comportement imprudent de tout à l'heure. Il rappelle au prince que, même avec sa magie, il ne devrait jamais affronter un ennemi sans avoir d'abord obtenu l'équipement approprié. En entendant cela, le prince décide de s'acheter une arme. Se demandant laquelle choisir, il se souvient qu'il existait dans le château royal une épée magique capable de conduire parfaitement son mana. Maintenant qu'il possède suffisamment d'argent, Stan souhaite acheter sa propre épée magique, adaptée à un aventurier. Quelques jours plus tard, il décide de quitter la ville pour partir vers de nouvelles aventures. Alors que les habitants se rassemblent pour lui dire au revoir, Stan les remercie tous de s'être occupés de lui. Les villageois restent malgré tout méfiants envers ce beau jeune garçon qui est apparu de nulle part et a complètement bouleversé leur quotidien. Soudain, l'un d'entre eux reçoit une affiche signalant une personne disparue envoyée par le roi en personne. En regardant tout le portrait du prince, ils comprennent enfin que ce petit aventurier turbulent était en réalité le prince disparu. Pendant ce temps, le prince s'éloigne à toute vitesse, heureux de commencer ses aventures. À l'avenir, il accomplira de grandes choses et deviendra célèbre sous le nom du légendaire roi Eros. Quelque temps plus tard, un chat blanc demande à Monsieur Wing de le laisser s'aventurer dans les montagnes. Malheureusement pour lui, Monsieur Wing refuse sans cesse, car les montagnes sont bien trop dangereuses. Non seulement elles se trouvent loin de la forêt, mais elles abritent également des monstres bien plus puissants que les ours qui y vivent. D'un autre côté, ce chat blanc n'est même pas capable de tuer un ours tout seul. Alors Monsieur Wing pense qu'il n'a aucune chance de survivre dans la nature sauvage. Cependant, malgré ses avertissements, le chat blanc continue de le supplier de le laisser partir. Il veut sortir de la forêt pour découvrir un nouveau monde et revendiquer un territoire dans un endroit où aucun chat n'a encore jamais été vu. Malgré tout, Monsieur Wing rejette fermement toutes ses tentatives de départ. Mais le chat blanc ne se décourage pas. Refusant d'abandonner son rêve, il continue de harceler Monsieur Wing encore et encore, jusqu'à ce que celui-ci finisse par se lasser et accepte de le laisser partir. Cependant, avant que le chat ne puisse s'en aller, Monsieur Wing lui installe un traceur GPS magique par mesure de sécurité. Ayant enfin la permission d'explorer le monde, le chat blanc s'enfuit, impatient de commencer son voyage. Quelques temps plus tard, le chat blanc arrive enfin au pied des montagnes. Même s'il sait qu'elles abritent des monstres dangereux, il a hâte de découvrir de nouvelles terres et de s'approprier un bon territoire. Cependant, sur le chemin des montagnes, il n'a mangé que de simples souris. À présent, il en a assez et veut goûter à de nouvelles saveurs. Comme les montagnes sont recouvertes d'une végétation luxuriante, le chat décide de chercher de nouvelles proies. Il aperçoit des oiseaux et des écureuils à proximité, puis se précipite vers eux pour les examiner. En s'approchant d'un nid d'oiseaux, le chat blanc se prépare à utiliser ses techniques de chasse. C'est alors qu'il remarque quelque chose d'inhabituel. Une jeune fille humaine a grimpé dans l'arbre et avance lentement vers les oiseaux. D'une manière ou d'une autre, elle parvient à dissimuler sa présence, si bien que les oiseaux restent tranquillement à leur place. Finalement, après avoir atteint les oiseaux, la jeune fille bondit rapidement et les attrape avec un filet. Le chat blanc est impressionné par sa prise, mais il réalise ensuite qu'elle va tomber tout droit au sol. Après avoir atterri par terre, la jeune fille reste immobile pendant un moment. Inquiet, le chat blanc la secoue pour la
la réveiller. Il lui conseille d'arrêter de se montrer aussi imprudente. En entendant un chat parler pour la première fois, la jeune fille pense avoir subi des lésions cérébrales à cause de sa chute. Cependant, après que le chat blanc lui a expliqué qu'il peut réellement parler, elle décide de le croire. Il lui demande d'être plus prudente pendant ses chasses, mais la jeune fille lui répond avec assurance qu'elle est suffisamment forte pour éviter de se blesser. Malgré cela, le chat lui conseille de faire davantage attention. La jeune fille admet que c'est la seule méthode de chasse qu'elle connaît, alors le chat blanc se demande si ses parents ne lui ont rien appris d'autre. Elle sourit avant de révéler qu'elle a grandi en tant qu'orpheline. En entendant cela, le chat blanc éprouve de la peine pour elle. Puis, tandis que la jeune fille examine sa prise, elle décide de chasser encore un peu afin que tous ceux qui l'attendent chez elle puissent manger de la viande. En entendant cela, le chat comprend qu'elle vit toujours avec d'autres personnes. La jeune fille lui explique qu'elle habite avec d'autres enfants dans un orphelinat dirigé par un gentil prêtre. Après en avoir appris davantage sur la jeune fille, le chat décide de l'aider à chasser. Elle ne pense pas qu'un si petit chat puisse faire grand chose, alors il lui montre un sort de foudre. Ce sort tue instantanément un gros lapin et un oiseau, laissant la jeune fille sous le choc. Tandis qu'elle se montre impressionnée, le chat en profite pour se vanter de sa propre force. Il lui déclare fièrement que, même s'il ne peut pas tuer un ours tout seul, il est tout de même suffisamment puissant pour survivre dans les montagnes. Ensuite, il observe la jeune fille retirer les plumes et les entrailles des animaux. Curieux, le chat lui demande pourquoi elle nettoie autant ses repas. La jeune fille lui explique qu'elle va préparer une soupe avec la viande et qu'elle doit donc la nettoyer au préalable. En entendant cela, le chat est agréablement surpris. Autrefois, il avait goûté une soupe préparée par les chefs royaux de la capitale. Depuis ce jour, il était tombé amoureux de ce plat simple mais nourrissant. À présent, il est impatient d'en goûter à nouveau. En voyant son enthousiasme, la jeune fille l'invite gentiment à dîner avec elle. Peu après, ils retournent à l'orphelinat où tous les enfants se mettent à admirer le chat blanc. En voyant la viande suspendue au corps du chat, les enfants se demandent s'il aide leur grande sœur à la porter. Offensé, le chat blanc leur répond qu'il a tout chassé lui-même. En l'entendant parler, tous les enfants sont aussi surpris que leur grande sœur l'avait été. La grande sœur explique à tous les enfants que le chat a chassé la majeure partie de leur prise, ce qui les impressionne énormément. Soudain, le prêtre rentre à la maison, mécontent que la jeune fille soit encore partie chasser. Tandis qu'il la réprimande parce qu'elle revient constamment blessée, le chat blanc se sent soulagé de voir qu'un adulte veille sur les enfants. Pendant ce temps, la jeune fille se dispute avec le prêtre en prétendant qu'elle ne s'est pas du tout blessée. Malheureusement, le chat blanc la traite de menteuse, ce qui l'énerve encore davantage. Le prêtre remarque que la jeune fille a attrapé bien plus d'animaux que d'habitude. Alors il en déduit que le chat a dû l'aider. Il le remercie d'avoir pris soin d'elle. Le chat sourit et rappelle au prêtre qu'il attend toujours sa soupe en guise de paiement. En entendant cela, le prêtre acquiesce. Il présente la jeune fille sous le nom de Gali et rassure le chat en lui disant qu'elle prépare une excellente soupe. Derrière lui, Gali tente discrètement de s'éclipser pour éviter de se faire gronder à nouveau. Malheureusement, le prêtre la rattrape et recommence à lui passer un savon. Face à cette scène, le chat blanc pense que le prêtre est un tuteur responsable. Une fois Gali et le prêtre partis, les autres enfants s'approchent de lui. Curieux, ils commencent tous à le caresser à différents endroits pour observer ses réactions. Au début, le chat blanc apprécie leurs caresses et leurs gratouilles. Puis, l'un d'eux lui attrape la queue, ce qui l'agace énormément. Malgré tout, en tant que chat adulte, il se force à rester doux avec les enfants. Mais cela se retourne contre lui car les enfants deviennent encore plus audacieux avec sa queue. Quelque temps plus tard, Gali termine sa soupe et appelle tout le monde pour manger. Après avoir servi les autres enfants, elle donne également une assiette de soupe au chat blanc. Avant de manger, tous les enfants remercient Dieu pour la nourriture. Puis, le chat blanc goûte la soupe pour la première fois. Gali espère que la soupe n'est pas trop épicée, mais le chat ne lui laisse même pas le temps de finir. Il se met à la dévorer comme un loup affamé et vide toute l'assiette en une seconde. Après avoir terminé sa soupe, le chat est tellement impressionné par la cuisine de Gali qu'il se dit qu'elle doit être une sorte d'ange. À la tombée de la nuit, les enfants jouent encore avec le chat blanc lorsque Gali leur annonce qu'il est l'heure d'aller se coucher. Après leur départ, le prêtre apparaît, souhaitant parler au chat blanc dans sa pièce privée. Il l'emmène dans un bureau dont la porte est verrouillée par un mot de passe magique. Lorsque le prêtre ouvre la porte grâce à sa magie, le chat blanc est surpris. À l'intérieur de la pièce, il découvre que les murs sont décorés de toutes sortes d'équipements d'aventuriers. Le prêtre lui explique qu'il était autrefois un aventurier qui explorait toutes sortes d'endroits avec ses amis. En réalité, certains des équipements présents dans cette pièce appartenaient à ses anciens compagnons. Il sourit en révélant qu'il a également visité la forêt dans sa jeunesse. Impressionné, le chat commence à échanger avec lui des histoires sur leur vie respective. Le prêtre apprend rapidement qu'il a fallu beaucoup d'efforts au chat blanc pour convaincre
convaincre Monsieur Wing. Même s'il comprend pourquoi le chat voulait vivre quelque chose de nouveau, il pense que Monsieur Wing a eu raison de se montrer prudent avec lui. Afin d'éviter les créatures dangereuses de la montagne, il lui suggère d'emprunter un autre chemin pour la contourner. En entendant cela, le chat explique que cela irait à l'encontre de son objectif, qui est de trouver un bon territoire au cœur des montagnes. Cependant, avant de conquérir le moindre territoire, il sait qu'il doit devenir plus fort. Le prêtre lui propose donc de rester à l'orphelinat jusqu'à ce qu'il soit suffisamment puissant. Il lui fait remarquer que tous les enfants l'adorent. De plus, le chat adore également la soupe de Gali, ce qui rendrait la situation avantageuse pour tout le monde. À l'idée de pouvoir manger sa délicieuse soupe tous les jours, le chat est tenté de rester. Puis, il se souvient de l'atroce technique de chasse de Gali et décide de lui apprendre à mieux chasser pendant son séjour. Soudain, une ombre sombre passe rapidement devant la fenêtre. Tous les deux la remarquent et le prêtre se demande s'il a bien vu. Le chat soupire, sachant qu'il s'agit de Monsieur Wing, toujours aussi protecteur, venu vérifier qu'il va bien. Dehors, Monsieur Wing tourne un moment autour de l'orphelinat. Une fois convaincu que le chat blanc est en sécurité, il quitte les lieux. Le lendemain matin, le chat blanc se retrouve assailli par encore plus d'enfants curieux qui sauraient de caresser tout son corps. Au bout d'un moment, ils finissent enfin par partir lorsque le prêtre les appelle à l'intérieur pour leur leçon. Épuisé par toute cette attention, le chat se demande pourquoi il y a maintenant encore plus d'enfants. Gali lui explique qu'ils ne sont pas orphelins et qu'ils viennent simplement chaque jour étudier auprès du prêtre. Le chat comprend, mais il se demande pourquoi Gali ne rentre pas avec les autres. Elle révèle qu'elle a déjà tout appris, alors il lui demande ce qu'elle fait pendant son temps libre. Au lieu d'étudier avec les enfants, elle se rend en réalité à la guilde des aventuriers pour y accepter des missions. En entendant cela, le chat se demande comment elle peut être payée avec des talents de chasse aussi médiocres. Gali se vexe et lui fait remarquer qu'elle accepte d'autres missions, comme la cueillette, qui sont faciles pour elle. Perplexe, le chat se demande pourquoi quelqu'un aurait besoin d'un aventurier pour accomplir des tâches aussi simples que ramasser des herbes. Gali lui rappelle alors que les montagnes regorgent de dangers, même si n'importe qui peut facilement cueillir des plantes, les gens ordinaires sont incapables de se défendre si une bête sauvage les attaque. Comme Gali est suffisamment puissante pour utiliser la magie, elle peut accomplir ses missions sans danger. Malgré cela, le chat n'est toujours pas convaincu. Tandis qu'il suit Gali jusqu'à la guilde, elle lui raconte fièrement que le prêtre lui a enseigné la magie en raison de son incroyable talent. Puisqu'elle sait utiliser la magie, le chat se demande pourquoi elle ne s'en sert pas pour chasser. Gali révèle qu'elle ne maîtrise qu'un sort d'explosion, ce qui provoquerait un désastre si elle l'utilisait pour de petites tâches. Après un certain temps, ils atteignent la guilde des aventuriers. Le chat blanc se demande pourquoi elle est si petite, alors Gali lui rappelle qu'il se trouve actuellement dans une petite ville. En dehors de l'immense capitale royale, la plupart des guildes sont petites et reçoivent peu de visiteurs. Elle avertit ensuite le chat d'arrêter d'insulter leur petite ville avant d'entrer dans la guilde. Après qu'elle a accepté une quête, le chat blanc se demande si elle est la seule aventurière du coin. Gali lui explique qu'il existe d'autres aventuriers, mais qu'ils partent généralement très tôt le matin pour accomplir leur quête. Alors qu'ils se dirigent vers les prairies, le chat blanc interroge Gali sur les monstres vivant dans la nature. Elle lui raconte que les prairies abritent des sauterelles griffues et des taupes aux crocs tranchants, mais le chat pense qu'il ne s'agit que de nuisibles. Gali acquiesce tout en le prévenant que ces insectes et petites créatures sont plutôt grands et féroces. Malgré cela, elle affirme fièrement qu'elle peut tous les affronter. Derrière elle, le chat reste silencieux. Comme il est habitué à une magie extrêmement puissante, il pense que Gali n'est même pas assez forte pour rêver d'affronter des monstres plus imposants. Peu après, il trouve l'herbe médicinale dont Gali a besoin pour sa quête. Elle s'assoit et commence à la déterrer, expliquant que les racines doivent rester intactes. Dans le cas contraire, la plante perd toute sa valeur. En la regardant l'extraire avec tant de difficultés, le chat se demande pourquoi elle n'utilise pas simplement la magie. Une nouvelle fois, Gali lui rappelle qu'elle ne sait utiliser que la magie d'explosion, qui est clairement inadaptée à ce genre de travail. En entendant cela, le chat trouve une autre plante et lui montre comment la retirer facilement grâce à la magie de lévitation. Surprise, Gali lui demande de l'aider à ramasser le reste des herbes. Peu désireux de travailler autant, le chat refuse. Cependant, Gali le corrompt en lui promettant une portion supplémentaire de soupe, ce qui le pousse à accepter immédiatement. Au bout d'un moment, ils remplissent un sac entier d'herbes. Gali pense qu'il est temps de partir et se réjouit d'en avoir récolté autant. Alors qu'elle imagine tout l'argent qu'elles vont lui rapporter, le chat ressent soudain quelque chose d'étrange à proximité. Il se retourne brusquement et détecte un groupe de sauterelles géantes derrière eux. En voyant sa posture, Gali sort une baguette magique pour combattre. Lorsque les sauterelles chargent, le chat blanc en frappe une d'un uppercut. Puis il paralyse les deux autres grâce à sa magie. Alors que les créatures sont immobilisées, Gali lance son sort d'explosion contre elles. Sous les yeux choqués du chat, la
la magie explose comme une bombe nucléaire. Il se met à crier sur Gali pour avoir été aussi imprudente, mais elle considère qu'il est parfaitement normal que sa magie soit aussi destructrice. Habituellement, les magiciens humains rencontrent des problèmes liés à leur manque de mana lorsqu'ils lancent des sorts. Dans le cas de Gali, il semblerait qu'elle soit bien trop puissante pour son propre bien. Le chat lui demande de s'entraîner à mieux contrôler sa magie, mais Gali trouve que cela représente beaucoup trop de travail. Ensuite, ils reprennent le chemin du retour avec les herbes. Soudain, le chat blanc propose d'enseigner à Gali tout ce qu'il sait sur la magie. Curieuse, elle se retourne pour l'écouter. Dans l'esprit du chat, Gali acceptera forcément son offre afin de rendre sa vie plus facile lorsqu'elle ramasse des herbes et des racines. Si cela se produit, il pense qu'il aura décroché le gros lot et qu'il pourra obtenir une quantité infinie de délicieuses soupes. Malheureusement, il revient à la réalité lorsque Gali refuse d'un ton détaché, affirmant que cela demande trop d'efforts. Désespéré de capter son attention, le chat commence à la tenter en lui parlant de toute la viande et de tout l'argent qu'elle pourrait obtenir grâce à de meilleurs sorts. Même si Gali n'est toujours pas très intéressée, elle finit par accepter, à condition que ses séances d'entraînement ne soient pas trop longues. Le cœur du chat s'embrase alors de passion à l'idée de faire d'elle une mage de premier ordre. Quelque temps plus tard, Monsieur Wing les observe discrètement sous sa forme de chat. Même s'il s'inquiétait pour le chat blanc, il pense désormais pouvoir le confier aux gentils humains de cet orphelinat. Le chat blanc remarque sa présence, mais garde le silence puisque Monsieur Wing souhaite rester caché. Après son départ, il suit Gali, impatient de commencer ses leçons de magie. Au fil des jours, il décide de rester longtemps à ses côtés, devenant ainsi son meilleur ami. Après cela, nous découvrons une autre histoire sur les chats. Même si la plupart des chats ont des personnalités différentes et aiment des choses variées, tous les chats de la forêt sont d'accord sur un point. Il s'agit de l'herbe queue de renard, une plante étrange qui produit un fruit duveteux en forme de queue avec lequel tous les chats adorent jouer. Durant l'enfance de Monsieur Wing, la mère chatte l'emmena elle aussi dans un champ de queue de renard pour jouer. Tandis que les autres chats se précipitaient pour en cueillir quelques-unes, Monsieur Wing hésita car il craignait que ses griffes n'abîment les fruits. La mère chatte lui expliqua que les queues de renard étaient en réalité assez résistantes et qu'il pouvait donc en saisir une sans s'inquiéter. En entendant cela, il tendit une patte griffue pour toucher l'étrange fruit. Ailleurs, un autre chat âgé appelé Moncha Mocha trouva une queue de renard avec laquelle jouer. Même si les chats adorent ces plantes étranges, elles sont assez rares dans la forêt, alors ils n'ont pas souvent l'occasion de jouer avec. Lorsque deux chats ne trouvaient qu'une seule queue de renard, il leur arrivait parfois de se battre pour s'approprier le jouet. Après avoir vu cela, Mocha se rendit dans une ville humaine afin d'observer leurs techniques agricoles. Ce village bénéficiait de terres fertiles, ce qui permit à Mocha de voir comment les humains semaient leurs graines, taillaient les plantes, s'occupaient des mauvaises herbes et arrosaient les champs pour aider leur culture à pousser. Avec le temps, il se lia d'amitié avec tous les villageois et vécut une année entière auprès d'eux. Après une récolte complète, Mocha retourna dans la forêt pour commencer ses propres expériences. Maintenant qu'il savait comment fonctionnait l'agriculture, il décida de créer son propre champ de queue de renard. Avant de commencer à cultiver, il déracina quelques arbres dans un coin de la forêt afin d'aménager une parcelle de terrain bien plane. Une fois la parcelle dégagée, Mocha planta quelques graines de queue de renard dans le sol et fit de son mieux pour s'en occuper. Malheureusement, comme la queue de renard était une plante rare, elle nécessitait des conditions particulières pour pousser qu'il ne pouvait pas lui fournir. Tandis que Mocha poursuivait son travail, de nombreux chats curieux restaient auprès de lui pour voir les résultats. Cependant, après l'avoir vu essuyer d'innombrables échecs, les chats finirent par s'ennuyer et partir. Puis, après des mois et des mois de travail acharné, Mocha finit enfin par découvrir comment faire pousser une plante de queue de renard. Grâce à cette technique, il planta davantage de graines dans son champ et le remplit bientôt d'un véritable labyrinthe d'épaisses queues de renard. En voyant un champ entier de queues de renard, tous les chats de la forêt accoururent rapidement pour jouer sur ces terres. Même Monsieur Wing fut impressionné par le dur labeur de Mocha. Alors, il baptisa le champ Place Moncha Mocha en son honneur. Ensuite, il lui proposa de protéger son champ contre les menaces. Avec le temps, le champ devint une zone interdite afin de préserver les fragiles plantes de queue de renard. Pour entretenir le champ, Mocha le confia à quelques chats qualifiés après leur avoir appris à cultiver les queues de renard. Les chats qui lui succédèrent reçurent eux aussi le titre de Moncha Mocha. Après plusieurs décennies, le Mocha d'origine était déjà décédé. À présent, le champ se trouvait entre les mains du Mocha de 4e génération. Un jour, Monsieur Wing amena de jeunes chats sur la place Mocha dans le cadre de leur éducation. Il leur expliqua que ce joli champ était interdit d'accès, car Mocha y cultivait ses queues de renard. En entendant cela, les chats se demandèrent s'ils ne pourraient ne plus jamais revenir ici. Cependant, Monsieur Wing leur révéla qu'il existait une période de l'année durant laquelle ils pouvaient jouer dans le champ autant qu'ils le souhaitaient. Ce jour-là, Mocha invitait tous les chats de la forêt à jouer avec les queues de renard arrivées à maturité.
En expliquant cela au chat, il se remémora sa dernière rencontre avec le troisième Mosha. Le troisième Mosha lui avait présenté le Mosha de 4ème génération, qui rappelait à Monsieur Wing le Mosha d'origine. Après la mort du troisième Mosha, le 4ème Mosha reprit officiellement la responsabilité du champ de queue de renard. Quelques mois plus tard, la saison des plantations arriva, alors le 4ème Mosha commença à se préparer au travail. Malheureusement, ses élèves paresseux étaient introuvables. Furieux, Mosha leur cria d'arrêter de faire les imbéciles et de se mettre au travail. En un instant, ses 3 élèves accoururent. Après leur avoir annoncé que la saison des plantations avait commencé, Mosha fit remarquer que le troisième chat était un parfait débutant qui n'avait encore jamais rien planté. Avant de commencer, il conseilla au nouveau de lui demander de l'aide chaque fois qu'il aurait un doute. Autrement, s'il continuait à travailler sans utiliser la bonne technique, il ne ferait qu'un véritable gâchis. Mosha lui rappela également d'être extrêmement prudent, car tous les chats de la forêt attendaient avec impatience de pouvoir jouer avec les queues de renard lors de cette journée spéciale. Après lui avoir donné ses instructions, Mosha tapota le nouveau chat pour l'encourager. Ensuite, il emmena tous les chats sur le terrain nu. Là-bas, il leur rappela que les queues de renard étaient évaluées selon leur taille. Plus une queue de renard était grande, plus il était amusant de jouer avec. Sachant cela, il demanda au nouveau chat comment il pourrait en faire pousser volontairement de plus grandes queues de renard. La clé consistait à se concentrer sur les racines de la plante qui lui permettaient d'absorber les nutriments. S'il prêtait attention aux racines pendant la plantation, la partie visible de la plante absorberait davantage de nutriments et deviendrait plus grande. Afin de faire pousser de plus grosses racines, Mosha montra aux chats qu'ils devaient labourer la terre pour leur offrir suffisamment d'espace. En retournant le sol, il briserait la couche de terre la plus dure, ce qui permettrait aux racines de s'étendre dans une terre plus meuble. Après cette explication, Mosha demanda à ses élèves les plus expérimentés de montrer au nouveau comment procéder. L'un des chats commença par creuser de grands trous dans le sol à l'aide de la magie. Une fois que le terrain devint bosselé et irrégulier, l'autre chat le frappa avec de la magie du vent afin de souffler la couche supérieure, révélant une terre douce et lisse en dessous. En voyant cela, le nouveau chat toucha la terre, surpris de constater à quel point elle était meuble. Mosha félicita ses élèves pour leur bon travail, mais il leur fit remarquer que ces deux-là ne pouvaient pas préparer l'intégralité du terrain à eux seuls. Pour l'instant, ils ne pouvaient utiliser que les sorts de magie qu'ils maîtrisaient afin de préparer la terre ensemble. En entendant cela, les chats les plus expérimentés furent un peu déçus. Ensuite, Mosha demanda au nouveau chat quel type de magie il pouvait utiliser. Le nouveau lui répondit qu'il maîtrisait la magie de la terre, alors Mosha lui demanda de lui montrer. Le nouveau attaqua le sol comme son premier aîné afin de créer des trous bosselés. Au début, les chats furent impressionnés, pensant que cela avait fonctionné. Cependant, le nouveau se rendit rapidement compte que sa magie n'avait pas réussi à briser la partie la plus dure du terrain. En riant, Mosha encouragea le jeune chat à continuer, car tout le monde faisait des erreurs. Puis il s'avança afin de lui faire une démonstration de ses propres techniques. Mosha leva une patte dans les airs, concentrant une magie spéciale dans sa main. Les chats observaient attentivement, impatients de découvrir sa technique particulière. Une fois le sort complètement chargé, Mosha abattit sa main sur le sol, envoyant une onde de puissance magique à travers la terre. D'une manière ou d'une autre, la force de sa magie fit onduler le sol comme un lac, arrachant toute la couche supérieure de terre dure en un seul mouvement. Une fois la terre redevenue calme, le nouveau venu alla l'examiner et fut stupéfait de constater qu'elle était encore plus meuble que la parcelle labourée par ses aînés. Derrière lui, Mosha rappela aux jeunes qu'ils n'allaient pas labourer tout le champ à lui seul et qu'ils devaient donc s'en charger eux-mêmes. En entendant cela, les 3 chats commencèrent à se plaindre, mais Mosha les réprimanda et les envoya travailler. Voir les jeunes paressés lui rappela son propre maître, le 3e Mosha, qui se mettait en colère contre lui exactement de la même manière. En se remémorant cela, Mosha retrouva sa bonne humeur et s'éloigna en riant. Quelques jours plus tard, les chats achevèrent de labourer la terre, mais au lieu de planter les graines, Mosha se mit à parcourir le terrain en reniflant le sol pour une raison étrange. Le nouveau se demanda pourquoi il faisait cela, alors ses aînés lui expliquèrent qu'il cherchait des traces de mana résiduelles dans la terre. Le nouveau demanda pourquoi c'était si important et les autres lui révélèrent que s'il plantait les graines de queue de renard avant d'avoir éliminé le mana, les plantes risqueraient de se transformer en monstres géants. En entendant cela, le nouveau fut stupéfait et se demanda quel genre d'échec insensé le Mosha de première génération avait dû traverser pour découvrir toutes ces techniques. Puis, Mosha les appela tous pour commencer à planter les graines. Il sortit un sac rempli de queues de renard et leur expliqua que les minuscules grains présents sur les queues étaient en réalité les graines de la plante. En voyant le nombre impressionnant de petites graines, le nouveau se demanda s'il ne pouvait pas simplement utiliser la magie du vent pour les disperser dans tout le champ. Cependant, Mosha lui rappela qu'il venait de passer une journée entière à repérer et éliminer tout le mana présent dans le sol, et que la magie du vent réduirait tous leurs efforts à néant. À la place, afin d'éviter de contaminer la terre, il devait planter toutes les graines manuellement. Pour leur montrer comment
faire, il prit quelques queues de renard dans sa bouche et les secoua au-dessus du sol. Pour ces petits chats, secouer leur cou aussi vigoureusement sur toute l'étendue du champ était une tâche extrêmement difficile. Malheureusement, ils n'avaient pas d'autre choix s'ils voulaient planter les graines sans danger. Après un moment, les élèves commencèrent à se fatiguer et à ralentir, alors Mosha les réprimanda. Puis, les jambes du nouveau cédèrent et il s'effondra d'épuisement. Sentant son corps douloureux, il se demanda si sa magie et son endurance étaient tout simplement insuffisantes pour suivre le rythme de ses aînés. En voyant cela, Mosha lui rappela qu'il s'agissait de la dernière étape avant de pouvoir laisser les plantes pousser d'elles-mêmes. Il encouragea le nouveau à se relever et à tenir bon jusqu'au bout, ce qui lui redonna la motivation dont il avait besoin. Puis, après des heures de travail acharné, ils finirent enfin de planter toutes les graines. Quelques jours plus tard, des nuages se rassemblèrent dans le ciel et la pluie commença à tomber, permettant aux queues de renard de pousser. Bientôt, tout le champ fut recouvert d'herbes queues de renard portant de petits bourgeons. En traversant le terrain, le nouveau remarqua quelques mauvaises herbes et se demanda s'il devait les arracher. Mosha fut impressionné par sa prudence et lui expliqua qu'il devait laisser les mauvaises herbes tranquilles. En effet, le premier Mosha avait déjà essayé de retirer toutes les mauvaises herbes de ses cultures. Pour une raison inconnue, lorsque le Mosha d'origine les avait arrachées, les queues de renard avaient complètement cessé de pousser. Lorsqu'il avait décidé de les laisser, il avait découvert qu'elles aidaient les queues de renard à arriver à maturité. Depuis ce jour, toutes les générations suivantes de Mosha avaient toujours laissé le champ pousser naturellement. Soudain, des monstres s'introduisirent discrètement dans le champ de queues de renard. Troublés par leur présence, tous les chats se retournèrent. Tandis que Mosha s'approchait des monstres, le nouveau se demanda ce qu'ils étaient. Ses aînés lui expliquèrent qu'il s'agissait de sauterelles aux griffes géantes, qui adoraient dévorer l'herbe queue de renard. Tout à coup, Mosha hurla aux sauterelles de quitter immédiatement sa propriété. Malheureusement, l'une d'elles refusa d'obéir et tenta de l'attaquer depuis les airs. Furieux, Mosha la frappa d'un coup de patte et l'envoya s'écraser au sol. Ensuite, il ordonna sèchement à ses élèves de s'occuper des autres. Les trois jeunes chats se précipitèrent au combat, utilisant leur magie et leur technique de combat pour attaquer les sauterelles. Pendant qu'ils se battaient, Mosha leur rappela d'éviter de toucher le sol avec leur magie. Puis, il se tourna seul vers le reste des sauterelles et chargea courageusement au cœur de l'essaim. Après un moment, tous les chats s'effondrèrent d'épuisement. Malgré tout leur entraînement, chacun d'eux n'avait réussi à vaincre qu'une seule sauterelle par ses propres moyens. En revanche, Mosha le quatrième s'était occupé à lui seul de tout le reste de l'essaim. Ensuite, il se retourna et ordonna aux élèves d'aller déposer les sauterelles ailleurs. Tandis que les chats les soulevaient grâce à leur magie, ils réalisèrent que Mosha leur avait laissé la vie sauve. Peinant sous leur poids considérable, ils se demandèrent pourquoi ils ne pouvaient pas simplement les abandonner là. Mosha leur rappela alors que ces insectes stupides reviendraient aussitôt pour dévorer ses queues de renard. Les chats emportèrent les sauterelles, mais le nouveau ne parvint pas à supporter leur poids. Lorsqu'il tomba au sol, ses aînés lui dirent de se reposer pendant qu'ils s'occupèrent du reste. Allongé par terre, le nouveau chat se demanda quelle quantité de magie, de force, de connaissance et d'expérience il avait fallu à tous les Moshas pour entretenir ces champs si particuliers. Maintenant qu'il avait lui-même subi ce travail agricole épuisant, il comprenait à quel point tous les Moshas étaient des chats extraordinaires. Quelques jours plus tard, les queues de renard arrivèrent à maturité grâce au travail acharné de chacun. La nuit où elles atteignirent leur pleine maturité, Mosha lança dans le ciel un feu d'artifice ayant la forme d'une queue de renard. Lorsque le feu d'artifice explosa dans les airs, tous les chats de la forêt comprirent que le jour des queues de renard approchait. Le lendemain, toute la population féline de la forêt se rendit sur la place Mosha pour jouer dans les champs. Des chats de tous âges, de toutes formes et de toutes tailles se retrouvèrent, renouant avec de vieux amis et des membres de leur famille, tout en faisant de nouvelles rencontres. Même Monsieur Wing était venu, bien qu'il soit rapidement entouré par tous les autres chats qui désiraient le voir. Mosha s'approcha de Monsieur Wing, qui le félicita d'avoir une nouvelle fois cultivé un magnifique champ de queue de renard. Mosha inclina respectueusement la tête et le conduisit jusqu'à la plus grande queue de renard de l'année. En réalité, elle était si immense qu'elle rappela à Monsieur Wing la toute première fois où il avait joué avec l'une d'elles. À l'époque, il n'était encore qu'un bébé dragon qui jouait sous le regard attentif de la mère chatte. Même aujourd'hui, il s'amusa joyeusement avec la queue de renard géante, heureux de revivre ses souvenirs d'enfance. En voyant tous les chats de la forêt profiter du fruit de son travail, Mosha sourit avec satisfaction. À cet instant, le vieux chat n'avait plus qu'une seule préoccupation, choisir un bon successeur parmi ses élèves. Pendant ce temps, dans une autre région du pays, la maman chat tombe sur quelques plants de ses terres dans le champ d'un villageois. Malgré son grand âge et sa vaste expérience, elle s'enthousiasme comme n'importe quel autre chat et commence à jouer avec eux comme une enfant. Peu après, le fermier à qui appartient le champ la trouve en train de jouer. Il demande à la maman chat si elle est sortie se promener, alors elle hoche la tête en disant que c'est son exercice quotidien. Tandis que l'homme rit de sa réponse, elle se demande comment il parvient à faire pousser de la sétère dans son champ, puisque cette plante pousse rarement dans les prairies
prairies ouvertes. Le fermier lui explique qu'il a obtenu les graines de ces terres dans la forêt des débutants, ce qui lui rappelle son foyer. Ensuite, le fermier révèle que certains chats de la forêt des débutants ont découvert comment cultiver eux-mêmes de la sétère sur leur propre terre, ce qui lui réserve une agréable surprise. En entendant cette histoire, elle pense que les chats doivent cultiver ce champ afin de partager ces jouets amusants avec les autres chats. Le fermier est d'accord avec elle et révèle que le propriétaire du champ de Mocha est un chat très spécial. Après avoir entendu parler de la place Mocha, la maman chat est surprise de voir à quel point les chats de son ancien foyer ont évolué. Pendant ce temps, le fermier soupire en disant que les graines de ces terres sont difficiles à obtenir puisque le champ de Mocha est gardé par le féroce dragon chat. À la mention du dragon, la maman chat lui demande davantage d'informations. Alors le fermier lui explique que le dragon est craint de tous sous le nom de dragon impérial. Sous la menace du puissant dragon, aucun humain n'ose manquer de respect aux chats de la forêt. En fait, la rumeur dit également que le dragon peut détruire à lui seul des nations et des armées entières. En entendant tout cela, la maman chat est sous le choc, mais le fermier lui explique que le dragon cherche seulement à protéger sa famille. Malgré tout, elle n'arrive pas à croire que le bébé dragon qu'elle a élevé tant d'années auparavant ait pu devenir une créature aussi dangereuse. Quelque temps plus tard, elle retourne à l'école de magie d'Anne où elle lui raconte tout ce qu'elle a appris sur les sétères. Après avoir revu ses plantes familières, la maman chat ressent une profonde nostalgie pour sa terre natale. En y réfléchissant, Anne réalise elle aussi que la pauvre maman chat n'a jamais pu retourner chez elle depuis qu'elle est devenue son familier. Puis, quelques étudiants viennent leur dire au revoir. Anne leur fait un signe de la main et leur souhaite bonne chance pour leurs prochaines vacances. Elle dit également à la maman chat de retourner visiter sa forêt natale puisque l'école va fermer pendant quelques temps. Surprise, la maman chat réfléchit à sa proposition. Pour rentrer chez elle, elle décide de consulter Monsieur Démon puisqu'il sait utiliser la magie de téléportation. Alors que le pauvre homme est occupé à gérer de la paperasse dans son bureau, la maman chat commence à tambouriner contre sa porte. Effrayé, il ouvre la porte et découvre sa mère en train de lui crier dessus. Agacé par son comportement désinvolte, le démon lui rappelle qu'il a installé une sonnette spécialement pour elle, mais la maman chat trouve que cette technologie est beaucoup trop avancée pour elle. Il la fait alors entrer dans son bureau afin d'éviter de perdre la face devant les autres. Une fois à l'intérieur, la maman chat demande au démon s'il peut la téléporter jusqu'à la forêt des débutants. Il secoue la tête, alors elle lui demande pourquoi il ne peut pas. Même si le démon peut normalement installer ses cercles magiques où bon lui semble, la forêt des débutants est protégée par la barrière de Monsieur Wing, ce qui l'empêche d'en créer un là-bas. Lorsque le démon parle du dragon comme de son petit frère, la maman chat se demande s'il parle vraiment du minuscule bébé qu'elle a élevé des années auparavant. Il hoche la tête en expliquant qu'il n'y a aucun autre dragon dans la forêt. Malgré tout, la maman chat a encore du mal à le croire, alors le démon lui rappelle que le dragon a beaucoup changé en grandissant. Il revient ensuite au sujet de la téléportation et lui explique qu'il peut uniquement la téléporter jusqu'à la capitale située près de la forêt. La maman chat accepte, pensant qu'elle pourra facilement rejoindre la forêt à pied. Cependant, le démon veut également l'accompagner. En entendant cela, elle lui dit de se concentrer sur son propre travail. À cet instant, il reçoit un appel de plusieurs étudiants qui souhaitent de nouveau défier son labyrinthe. Malheureusement, en tant que professeur, il est obligé de les aider à s'entraîner, il ne peut donc pas accompagner sa mère jusqu'à la forêt à pied. Malgré tout, il demande aux étudiants d'attendre un peu pendant qu'il la dépose à la capitale. Il commence ensuite à se téléporter avec sa mère, tout en espérant pouvoir bientôt avoir davantage de temps libre loin de son travail. Une seconde plus tard, ils arrivent dans la capitale où le démon rappelle à sa mère de l'appeler si elle a besoin d'aide. Elle acquiesce, mais cela ne suffit toujours pas à le rassurer et il lui dit de faire attention à ne pas se battre contre des ours dans la forêt. Très vite, le démon commence à sermonner la maman chat comme une mère inquiète, voulant à tout prix assurer sa sécurité. Agacée par ses remarques incessantes, la maman chat lui rappelle qu'elle n'est pas encore sénile. Elle lui rappelle ensuite qu'il doit aller enseigner à ses étudiants, alors il se téléporte à contre-cœur jusqu'à l'académie. Après le départ du démon, la maman chat saute sur un mur afin de repérer le chemin menant à la forêt. Lorsqu'elle atterrit au sommet du mur, un chat commence à applaudir en disant qu'elle s'est déplacée avec beaucoup d'élégance. Il se présente ensuite sous le nom de Aibuchi. Ravie par son compliment, la maman chat s'arrête pour discuter avec lui, mais elle ne révèle pas son véritable nom puisqu'elle est le familier d'une personne. À la place, elle dit simplement à Aibuchi de l'appeler lui aussi maman chat. Même si Aibuchi trouve cette familiarité un peu étrange, il accepte malgré tout de l'appeler maman chat. Elle lui demande ensuite des informations sur le champ de ces terres de la forêt des débutants, alors il lui explique qu'il s'appelle la place Mocha. En l'entendant parler de ce lieu touristique, il se demande si c'est la première fois que la maman chat visite la forêt. Cependant, elle lui explique qu'elle est elle aussi née dans la forêt des débutants, mais qu'elle a été téléportée ailleurs il y a longtemps afin de devenir le familier d'une humaine. À cette époque, la forêt de Mocha n'existait même pas. En entendant cela, Aibuchi lui explique que la forêt a énormément changé depuis cette époque
Il lui propose ensuite de lui montrer le chemin car il s'inquiète pour elle. Heureuse de sa proposition, la maman chat accepte de marcher avec lui. En chemin, elle lui raconte toutes sortes d'histoires à propos d'Anne. Alors qu'elle continue de parler sans s'arrêter, elle mentionne que de nombreuses personnes lui ont dit que le dragon de la forêt serait en réalité son propre enfant. Surpris, Aibuchi se demande si elle est la mère de Monsieur Wing. À l'évocation de ce nom, la maman chat devient elle aussi silencieuse. Aibuchi se remémore alors ses rencontres avec Monsieur Wing lorsqu'il le voyait s'occuper de jeunes chatons. Même si le pauvre dragon faisait de son mieux pour réprimander les petits, ils étaient beaucoup trop énergiques pour qu'il puisse les gérer tout seul. Épuisé, il était sorti prendre un peu l'air lorsqu'il avait rencontré Aibuchi, qui s'était demandé pourquoi il était aussi strict avec les chats. Monsieur Wing lui avait expliqué qu'il voulait que les chats apprennent à être indépendants, car il craignait qu'ils ne puissent pas survivre seuls s'il lui arrivait quelque chose. Malgré tout, Aibuchi pensait que personne ne pouvait réellement menacer Monsieur Wing, compte tenu de son intelligence et de sa puissance. En entendant cela, Monsieur Wing lui avait parlé de la maman chat qui avait soudainement été emmenée loin de lui par les humains. Après sa disparition, lui et ses frères et sœurs pleuraient leur mère tous les jours. Avec le temps, ils avaient fini par grandir en restant unis grâce aux dernières paroles de leur mère. Curieux, Aibuchi lui avait demandé ce que sa mère lui avait appris. Monsieur Wing lui avait alors répondu qu'il lui devait absolument tout. Même si elle lui avait enseigné tout ce qu'il savait, ses dernières paroles avaient demandé à ses enfants de rester unis afin de survivre dans la nature. Après avoir expliqué cela, Monsieur Wing lui avait dit qu'il n'avait jamais revu sa mère après son invocation. De nombreuses années s'étaient écoulées depuis ce jour et il pensait donc que sa mère était morte de vieillesse. Dans le présent, avec la maman chat juste devant lui, Aibuchi comprend que Monsieur Wing s'était trompé. Désormais, il est certain que cette maman chat est bien la mère de Monsieur Wing. Malgré tout, la maman chat refuse encore de l'accepter car elle n'arrive pas à croire que son adorable petit garçon soit devenu un monstre aussi gigantesque. Aibuchi se demande alors s'il devrait prévenir Monsieur Wing qu'elle est toujours en vie. En entendant cela, la maman chat devient un peu nerveuse et décide donc de lui rendre visite après avoir d'abord fait un peu de tourisme. Au lieu d'aller voir immédiatement son enfant, elle demande à Aibuchi de l'emmener à la place Mocha. Quelque temps plus tard, ils arrivent à la place Mocha entièrement remplie de séters en fleurs. Tandis que la maman chat s'enthousiasme devant une telle quantité de séters, Aibuchi lui indique la direction du 4e Mocha. Lorsqu'il se retourne, ses étudiants curieux sortent eux aussi la tête du champ. La maman chat commence à féliciter Mocha pour son excellent travail, mais celui-ci se demande qui elle est puisqu'il ne l'a encore jamais vue. Aibuchi lui explique que cette chatte est la légendaire mère de Monsieur Wing, puis il demande à Mocha de lui faire visiter le champ. Après avoir entendu l'histoire émouvante de la maman chat, Mocha se met à pleurer en pensant à tous les sacrifices qu'elle a fait. Malheureusement, il refuse malgré tout de la laisser entrer dans le champ puisque ce n'est pas encore le jour du festival. Aibuchi s'agace de voir à quel point il reste fidèle à la tradition, mais Mocha lui demande d'observer le champ de plus près. La maman chat remarque que toutes les plantes sont en pleine floraison, alors Mocha hoche la tête et explique qu'il organise chaque année le festival de la Cétère pendant la période de floraison. Puisque les plantes sont maintenant prêtes, il organisera le festival dès demain, ce qui signifie que la maman chat pourra simplement revenir le lendemain. Il lui rappelle également qu'elle peut aller retrouver Monsieur Wing, puis revenir visiter les champs avec lui afin de profiter encore davantage de l'endroit. À la mention de Monsieur Wing, elle doute toujours que ce dragon terrifiant puisse réellement être son fils. Mais Mocha est convaincue qu'elle le reconnaîtra immédiatement. Après avoir terminé leur discussion avec Mocha, Aibuchi commence à conduire la maman chat jusqu'à la grotte de Monsieur Wing. En chemin, elle est surprise de voir à quel point la forêt a changé, avec tant de nouveaux sentiers et de chats qu'elle ne connaît pas. Puisque tout semble si différent, elle commence également à penser que le dragon de la forêt doit être différent de son fils. Au fond d'elle-même, elle se prépare donc à être déçue lorsqu'ils atteindront la grotte du dragon. Peu après, ils arrivent devant la grotte familière où elle avait autrefois allaité ses petits toutes ces années auparavant. Quelques jeunes chats sortent marre de la grotte en se demandant pourquoi Aibuchi est venu. Lorsque les chats apparaissent, la maman chat est surprise par l'odeur familière qui imprègne leur corps. Elle s'approche alors des chatons qui commencent immédiatement à jouer avec ses queues en voyant qu'elle est gentille. Pendant que les petits s'amusent autour d'elle, la maman chat remarque que toute la forêt entourant la grotte porte l'odeur familière de Monsieur Wing. À l'époque où elle l'avait élevé, elle n'aurait jamais imaginé que ce minuscule bébé deviendrait un jour aussi grand et imposant. Puis, quelques temps plus tard, Monsieur Wing rentre chez lui avec plusieurs chatons après une sortie. En le voyant, les yeux de la maman chat commencent à se remplir de larmes, mais Monsieur Wing ne la remarque pas. Ce n'est qu'en s'approchant de la grotte que Monsieur Wing finit par remarquer Aibuchi et la chatte qui se trouve avec lui. Au début, il pense qu'il s'agit simplement d'une autre invitée, mais ses yeux semblent presque sortir de leurs orbites lorsqu'il reconnaît sa mère. Alors que Monsieur Wing reste complètement figé sous le choc, la maman chat s'approche de lui et lui lèche affectueusement le nez. Elle commence à le féliciter
curiosité, comme s'il était encore un enfant, mais le pauvre dragon est bien trop bouleversé pour croire qu'elle est réellement toujours en vie. Pendant que Monsieur Wing se demande si c'est vraiment elle, la maman chat commence à se remémorer plusieurs histoires de son enfance. En entendant ses souvenirs, il comprend enfin qu'il est véritablement en train de revoir sa mère après toutes ces années. La maman chat est surprise qu'il vive encore dans la même grotte après tout ce temps. Alors Monsieur Wing lui explique qu'il tient toujours la promesse qu'il lui avait faite, survivre aux côtés des autres chats de la forêt. Cependant, la maman chat ne se souvient même pas d'avoir fait une telle promesse, car elle a été très occupée par sa vie auprès des humains. En voyant sa réaction si désinvolte, Monsieur Wing est légèrement blessé, mais il lui assure qu'il ne ment pas au sujet de ses dernières paroles. Face à sa sincérité, la maman chat redevient sérieuse et le remercie d'avoir tenu sa promesse pendant toutes ces années. Puis, elle annonce à Monsieur Wing qu'elle va rester dans sa grotte pendant quelques jours. Elle commence ensuite à partir tranquillement pour aller chasser, alors il essaie de la convaincre de se reposer. En tant que fils, Monsieur Wing veut qu'elle se détende pendant qu'il va chercher de la nourriture à sa place, mais elle se met en colère parce qu'elle déteste être traitée comme une vieille grand-mère. Tandis que son pauvre fils reste stupéfait, elle commence à s'éloigner. Face à sa mère aussi têtue, le puissant Monsieur Wing est complètement impuissant et se met à la suivre partout comme un enfant en manque d'attention. Ailleurs, Aibuchi se réveille à l'endroit où il dort, dans le clocher de la capitale royale. Après avoir chassé sa somnolence, il utilise un sort de déplacement pour quitter la tour et commencer sa journée. D'ordinaire, les chats de la forêt qui vivent dans les villes humaines choisissent un partenaire intéressant avec qui vivre. Cependant, Aibuchi est le genre de chat qui aime observer de nouvelles personnes chaque jour. C'est pourquoi il adore explorer la ville et repérer des gens intéressants. Pour commencer, il observe quelques chats ordinaires qui sont différents des Ketsif et ne peuvent ni utiliser la magie, ni parler comme les humains. Ensuite, il s'approche du propriétaire d'un restaurant qui pense lui aussi qu'il n'est qu'un chat normal. En voyant Aibuchi attendre devant lui, le propriétaire sourit et lui donne un peu de viande. Aibuchi engloutit aussitôt toute la tranche et commence à se lécher les pattes. Alors le propriétaire décide de lui en donner davantage. Cependant, avant qu'il ne puisse trop gâter Aibuchi, sa femme l'appelle pour qu'il vienne travailler. En la voyant apparaître, Aibuchi se met immédiatement sur ses gardes car cette femme est une elfe capable de ressentir la magie. Si elle révélait qu'il est un Kaetsit, cela pourrait ruiner sa relation avec le propriétaire du restaurant. Plus tard, alors que Aibuchi boit de l'eau à une fontaine, il aperçoit plusieurs aventuriers débutants qui partent pour leur toute première mission. Près de ces jeunes, une autre chatte de la forêt appelée Micmac les suit de près. Elle est amie avec la réceptionniste de la guilde locale des aventuriers qui lui demande régulièrement de veiller sur les novices inexpérimentés. Aibuchi lui demande si la réceptionniste lui a encore demandé un service et elle acquiesce, complètement épuisée par ce travail. Pourtant, peu importe à quel point elle se plaint, elle accompagne quand même les aventuriers afin de tenir sa promesse. Après sa rencontre avec Mac et Mike, Aibuchi se promène jusqu'à un autre endroit pour trouver des humains intéressants. Son attention est attirée par un homme à l'apparence ordinaire qui semble être journaliste. En remarquant son regard perçant, la bosse d'écrivain sur son doigt et ses vieux vêtements en lambeaux, Aibuchi comprend que cet homme fait semblant d'être quelqu'un d'ordinaire pour se fondre parmi le peuple. Puis, une autre idée lui traverse l'esprit et il commence à se demander si cet homme n'est pas en réalité un espion déguisé. Curieux, il le suit partout où il va. Peu après, l'homme s'arrête devant un magasin de meubles, ce qui déconcerte Aibuchi. En discutant avec les propriétaires, le jeune homme demande à voir leur dernier modèle de chaise, car il souhaite écrire un article à son sujet. En entendant cela, Aibuchi comprend qu'il est bel et bien un simple journaliste, et non un espion indiscret. Malgré tout, il apprécie le fait que ce jeune homme écrive des articles qui concernent réellement les gens ordinaires, alors il se promet mentalement de le lire lorsqu'il sera publié. Ensuite, il se rend dans un entrepôt dont le propriétaire sait qu'il est un chat de la forêt. Aibuchi lui dit qu'il a faim, alors l'homme le laisse entrer avec plaisir, affirmant qu'une grande quantité de nourriture l'attend à l'intérieur. Une fois Aibuchi entré, le propriétaire referme la porte, le laissant seul avec ce qui se cache dans l'obscurité. Il s'avère que malgré tous les efforts du propriétaire pour protéger ses marchandises, de sales souris réussissent toujours à s'introduire et à endommager tous ses produits. Sachant cela, le propriétaire laisse régulièrement Aibuchi entrer afin qu'il élimine toutes les souris grâce à sa magie. Peu après, Aibuchi utilise un sort de glace, transformant toutes ces souris nuisibles en petits morceaux congelés. Une fois rassasié, Aibuchi quitte l'entrepôt avec un bloc de nourriture supplémentaire flottant derrière lui. En voyant cela, le propriétaire sourit, heureux d'être enfin débarrassé des souris, et dit à Aibuchi de revenir quand il le souhaite. Après avoir déjeuné, Aibuchi retourne à la fontaine pour lire le journal. Là-bas, il retrouve Mickey qui est rentrée après une aventure réussie. Derrière elle, les aventuriers sont eux aussi revenus, heureux qu'elle les ait aidés. Même avec toute l'expérience de Mike
avec Maike, Aibuchi remarque qu'elle semble avoir une très bonne opinion de ses novices. Alors, il se demande jusqu'où ils pourront progresser à l'avenir. Puis, comme il commence à se faire tard, il décide de rentrer chez lui. Sur le chemin du retour, il passe devant le restaurant qu'il connaît bien et le propriétaire le remarque. Cependant, comme sa femme se trouve juste à côté, Aibuchi ne s'arrête pas pour le saluer. La femme du propriétaire se demande comment son mari a pu devenir ami avec ce chat, alors il lui explique qu'il le nourrit tous les jours. En entendant cela, elle lui dit de rester amie avec Aibuchi, affirmant que cela pourrait être une bénédiction pour eux deux. Tandis que Aibuchi rentre joyeusement chez lui, le propriétaire reste perplexe puisqu'il ignore tout des pouvoirs cachés du chat. Pendant ce temps, dans une forêt quelconque, le prince Stan termine encore un autre repas ennuyeux composé de vieux fromages et de viande sèche sans aucun assaisonnement. Même si son repas a encore moins de goût que du carton, le prince est désormais habitué à vivre comme un véritable paysan. Après avoir terminé son petit déjeuner, Stan se rappelle qu'il n'a toujours pas accompli la toute première étape nécessaire pour devenir aventurier. Avant de pouvoir devenir un héros, il doit accepter une mission consistant à récolter des herbes, comme le font tous les aventuriers. Kurobane est perplexe puisqu'ils n'ont jamais besoin d'herbes médicinales, mais il est tout de même obligé d'entrer dans le jeu de Stan. Plus tard, ils se rendent à la guilde des aventuriers la plus proche et demandent une quête de récolte d'herbes. Comme Stan est un débutant complet, la réceptionniste lui explique qu'il a besoin d'un certificat délivré après avoir suivi un cours de récolte d'herbes. Même si Stan ne comprend pas pourquoi il doit suivre ce cours, il accepte quand même de le faire. Le cours étant prévu pour le lendemain, il décide avant cela de se rendre dans une boutique d'équipement afin d'acheter une cape. À l'intérieur du magasin, il choisit pour lui-même une cape miteuse et de mauvaise qualité. Même le propriétaire de la boutique remarque que Stan semble extrêmement fort, alors il lui dit que des marchandises d'aussi piètre qualité ne devraient normalement pas convenir à quelqu'un comme lui. En entendant cela, Stan affiche immédiatement un immense sourire. Comme le propriétaire du magasin est un ancien aventurier, Stan est ravi de voir que quelqu'un comme lui reconnaît sa force. Malgré tout, il continue de faire semblant de n'être qu'un débutant à l'allure robuste, alors le propriétaire finit par lui vendre la cape. Non loin de là, Kurobane se détend tranquillement sur une branche d'arbre. Après avoir passé autant de temps avec le prince, il sait parfaitement que le garçon possède la force nécessaire pour devenir un aventurier de tout premier ordre, mais qu'il lui manque encore l'expérience et les connaissances. Peu après, Stan sort de la boutique et demande à Kurobane de suivre le cours avec lui. Le vieux chat, épuisé, refuse, préférant se reposer, mais le prince continue de le supplier en lui disant qu'il devrait essayer quelque chose de nouveau. Puis, Stan lui propose de venir se reposer avec lui à l'auberge, ce qui agace Kurobane encore davantage. Malheureusement, chaque fois qu'ils vont à l'auberge, Stan force Kurobane à prendre un bain avec lui, ce qu'il déteste toujours autant. Après avoir pris leur bain et passé la nuit à se reposer, tous les deux se rendent à l'endroit où leurs instructeurs les attendent. En les apercevant, l'instructeur masculin s'approche, surpris de voir un chat de la forêt. Il demande à Stan s'il est ami avec Kurobane, mais le prince secoue la tête en disant qu'il n'en est pas digne. À la place, tant qu'il n'aura pas acquis suffisamment d'expérience, il considérera Kurobane comme son maître. En entendant cela, l'instructeur est surpris. Pendant qu'il discute avec Stan, l'autre instructrice commence à s'intéresser à Kurobane. Lorsqu'elle s'approche du chat, celui-ci prend peur et commence à lui souffler dessus. Stan est surpris par l'hostilité de Kurobane, mais il décide de l'ignorer. Ensuite, l'instructeur demande à Stan de l'aider avec les autres élèves, car son partenaire et lui doivent surveiller un groupe assez important. Même s'il est un aventurier expérimenté, il craint de ne pas pouvoir gérer autant d'élèves si jamais il se retrouve dans une situation dangereuse. À sa demande, Stan accepte, pensant que son maître pourra facilement protéger tous les élèves. Non loin de là, Kurobane est toujours raide et continue de souffler sur l'autre instructrice. Malgré sa peur, il dit à Stan d'accepter la demande de l'instructeur puisqu'il ne voit aucun problème à surveiller tous ces débutants. Soudain, l'autre instructrice commence à le caresser. En voyant cela, l'instructeur blond éclate de rire et explique que sa partenaire adore vraiment les petits animaux. Pendant ce temps, Stan comprend que son maître s'est laissé distraire par leur conversation, ce qui a donné à l'instructrice l'occasion de le caresser. Malheureusement, ce vieux chat expérimenté déteste être traité comme une peluche. Malgré sa colère, il est bien trop gentil pour réellement faire du mal à l'instructrice. Peu après, tous les élèves se sont rassemblés et l'instructeur les met en rang afin de commencer le cours. Pour commencer, l'instructeur elfe explique que les herbes médicinales poussent généralement près des restes de bêtes magiques. Comme les bêtes magiques contiennent du mana, leurs dépouilles font pénétrer ce mana dans le sol, ce qui provoque la croissance d'herbes médicinales spéciales. Après avoir expliqué cela, l'instructeur appelle l'un des élèves pour faire une démonstration. Lorsque l'élève s'avance, il lui entaille soudainement le bras avec un couteau. Alors que l'élève est sous le choc, l'instructeur lui rappelle calmement qu'il faut toujours rester sur ses gardes. Ensuite, il sort une bouteille de potion médicinale et en verse sur la blessure. Sous l'effet de la potion, la plaie de l'élève devient bien plus petite qu'avant. En voyant cela, les élèves se calment un peu. Ensuite, l'instructeur sort une autre potion en précisant
précisant qu'elle contient exactement la même formule que la précédente. Pourtant, lorsqu'il verse cette potion sur la petite coupure, celle-ci disparaît complètement du bras de l'élève. À cette vue, tous les élèves sont stupéfaits, convaincus que la même formule ne peut pas produire un résultat aussi incroyable. L'instructeur explique calmement que même si les deux bouteilles utilisent les mêmes ingrédients, ceux de la deuxième bouteille étaient de bien meilleure qualité, ce qui lui permettait de soigner beaucoup plus efficacement. Avec cet exemple, il rappelle aux élèves l'importance de récolter des matériaux de la meilleure qualité possible, puisqu'ils se vendent plus cher. Afin d'améliorer la qualité de leurs herbes, l'instructeur leur conseille de les récolter en utilisant la bonne méthode. De cette manière, explique-t-il, des pharmaciens comme sa femme peuvent fabriquer des potions de meilleure qualité. Tous les élèves se figent soudainement en entendant le mot femme. L'instructeur s'arrête lui aussi, réalisant qu'aucun d'entre eux ne s'attendait à ce que l'instructrice effrayante aux cheveux noirs à côté de lui soit son épouse. Il se met à rire, comprenant pourquoi ils se sont fait une mauvaise idée. Même si sa femme est pharmacienne, il explique qu'elle est également aventurière, ce qui explique son apparence très imposante. Non loin de là, Stan est lui aussi surpris. Dès le début, il savait que l'instructrice aux cheveux noirs était forte, mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle était mariée à l'autre instructeur. Ensuite, l'instructrice aux cheveux noirs montre aux élèves comment déterrer correctement une herbe. L'instructeur Elf explique que le plus important est de récolter la plante entière, avec ses racines. Sinon, le mana restant dans les racines les transformerait en monstres terrifiants qui se mettraient à hanter les gens pour récupérer leurs feuilles. En entendant cela, tous les élèves sont profondément mal à l'aise et se promettent mentalement de ne jamais oublier les racines. Ensuite, l'instructeur leur dit également de laver la terre présente sur les racines avec de l'eau. Une fois l'herbe propre et bien préservée, il demande aux élèves de l'envelopper dans un tissu protecteur. Après toutes ces étapes, l'herbe est enfin prête à être vendue. Comme la leçon est terminée, l'instructeur donne à tous les élèves un temps limité pour trouver et récolter au moins une herbe par eux-mêmes. Excité, Stan commence à chercher et en trouve rapidement une non loin de là. Après avoir observé les alentours afin de vérifier qu'il n'y a aucun danger, il suit soigneusement les enseignements de l'instructeur pour déterrer l'herbe. Pendant ce temps, Kurobane semble s'ennuyer puisque la zone où il se trouve est relativement sûre. Soudain, le cri d'un aigle interrompt ses pensées. Dans le ciel, un aigle briseur de rochers tourne autour des élèves avec des intentions clairement hostiles. Kurobane remarque que cette bête magique est extrêmement puissante, au point qu'aucun élève ne pourrait la vaincre seul. Alors qu'il commence à réfléchir à un moyen de distraire l'aigle pour laisser le temps aux instructeurs d'intervenir, Stan passe lui-même à l'action. Sans la moindre hésitation, il frappe l'aigle avec un sort de foudre. Touché de plein fouet, l'aigle paralysé tombe au sol et Stan lui tranche proprement la tête. Kurobane observe la scène, horrifié par l'efficacité impitoyable de son élève. Il ne s'attendait pas à ce que Stan soit aussi compétent, mais il semble que le prince possède un instinct naturel pour gérer les situations dangereuses. Après avoir vaincu l'aigle, Stan demande à Kurobane de rester avec les élèves, ce qui pousse ce dernier à se demander où il compte aller. Le prince lui répond qu'il veut récolter davantage d'herbes et qu'il doit donc quitter la zone actuelle. Pour protéger les élèves pendant son absence, il veut que son maître reste ici. Alors que le prince s'éloigne en courant, les instructeurs accourent pour intervenir à cause de l'aigle. En voyant le monstre mort au sol, il remercie Kurobane de l'avoir vaincu, puisqu'il n'aurait jamais imaginé que le jeune prince pouvait être aussi puissant. Ensuite, le temps imparti pour la récolte des herbes arrive à son terme, et le prince Stan remporte l'épreuve avec 7 herbes. Plus tard, le moment vient de dire au revoir aux instructeurs. Avant que Stan et Kurobane ne puissent partir, l'instructrice commence à s'approcher du chat pour le caresser une dernière fois. Kurobane se met immédiatement à lui souffler dessus, alors Stan lui conseille de commencer par le gratter doucement derrière les oreilles. Elle suit son conseil, ce qui permet à Kurobane de se calmer. Peu après, la gentille instructrice se met à sourire de joie alors qu'elle peut enfin caresser le chat librement. Quelque temps plus tard, Stan repart avec Kurobane, tandis que l'instructeur Elf se demande jusqu'où cet aventurier si particulier pourra